Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep. Aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième épisode de Hunter Player 2, donc le format de la chaîne où le but est de mettre en avant des personnes qui d'habitude mettent en avant des jeux vidéo, des créateurs de jeux vidéo ou des créations. Donc après la première émission où on s'était occupé de Eric de je suis un gamer.com, c'est avec un grand plaisir que je vais accueillir aujourd'hui Merwan qui est le créateur de la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc merci et bonjour Merwan. Eh bien, salut à toi, Denis. Merci à toi surtout de m'accueillir dans ton émission. Je trouve l'idée et le concept vraiment intéressant et je suis persuadé que ça va être un moment fort intéressant et surtout fort agréable pour tous les deux. Eh ben écoute, merci. Moi je suis très content aussi de t'accueillir justement à la seconde manette, même si c'est des manettes virtuelles, puisque nous sommes là un peu en... C'est ça, c'est la magie d'Internet. On est là à l'autre bout de la France. D'ailleurs justement, en parlant de l'autre bout de la France, avant de rentrer un petit peu dans le coin des joueurs, puisque c'est le nom de ta chaîne, de la très bonne chaîne YouTube, on va peut-être parler justement à l'autre coin de la France. Mais en fait, qui es-tu, Merwan, en dehors du coin des joueurs, et surtout où te trouves-tu, puisque nous ne sommes pas au même endroit évidemment. Eh bien, écoute, je m'appelle Merwan, de mon nom de famille Goumiri. Je suis d'Alès en fait, donc dans le Gard, donc forcément dans le sud de la France. Je pense que ça s'entendra et on me le dit assez souvent. Et puis voilà, c'est globalement un petit peu tout ce qu'on peut savoir de moi. Je n'ai pas forcément de secret majeur. J'ai une vie assez banale, mine de rien. Donc le coin des joueurs a fini un petit peu par me définir. Mais c'est vrai que l'être humain à côté continue d'exister. Ouais. Bah justement, donc, alors avant de rentrer dans ce coin-là des joueurs, justement, au niveau je vais pas, on va pas faire une inquisition ni quoi que ce soit, mais justement, en fait, tu as quel âge à peu près? Est-ce que tu es dans la vie active? Est-ce que tu es en recherche d'emploi? Est-ce que tu es encore dans les études? Alors, il s'avère que j'ai terminé mes études il y a un an et demi de ça. Donc, j'ai fait des études de marketing. J'ai 22 ans aussi pour répondre à ta question. J'aurais d'ailleurs dû le dire dans la présentation tout à l'heure. Et alors là, actuellement, je suis en recherche d'emploi, plus ou moins, parce que je travaille un petit peu occasionnellement et ponctuellement quand on a besoin de moi. Donc, je suis notamment dans l'industrie du commerce et du retail en jeux vidéo principalement. Et puis voilà, après, c'est vrai que bon, là, les choses ont été un petit peu plus compliquées pour moi, hein, c'est partie de la vie, hein. Donc, c'est aussi pour ça, indirectement, que je me suis lancé dans YouTube. C'était pour me trouver une occupation à côté. Et puis voilà, donc pour l'instant, en recherche d'emploi, mais normalement, je devrais travailler pour la saison qui arrive. D'accord, bah c'est déjà une très bonne nouvelle. Et donc en fait, tu dis c'est déjà en fait le côté marketing, mais tu cherches, hein, tu axes vraiment dans le côté quand même plus jeu vidéo alors tout. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que j'aime bien globalement essayer de concilier études, profession et passion. Je sais que c'est pas toujours facile et qu'on aimerait des fois pouvoir le faire, et même souvent on aimerait pouvoir le faire. Eh bien moi j'aimerais en fait me tenir à cette idée-là, essayer de concilier tout ça et je trouve que ça donne un certain équilibre et un certain confort dans son quotidien. Et Bah je te comprends tout à fait. Et c'est, alors, on va revenir tout à l'heure justement sur ce côté besoin peut-être de même de créer donc une chaîne pour justement quelque part t'occuper ou en tout cas oui à mener un peu de piment à ta vie. c'est un peu l'idée, ouais. Ouais, Ouais, ouais. mais alors et justement alors en dehors du jeu vidéo, alors le but on va pas faire une liste de hobbies, mais il y a vraiment d'autres choses que t'aimes vraiment, sur laquelle tu passes vraiment du temps aussi au niveau des passions. Alors oui, je suis un grand passionné de cinéma aussi, vraiment. J'ai pas forcément de genre de prédilection. Je m'intéresse un petit peu à tout, même si j'ai tendance à pencher un peu pour tout ce qui est thriller. C'est un peu un genre dans lequel je me retrouve bien. Mais j'aime un peu globalement tous les films. Je suis un grand fan des films de Christopher Nolan. J'aime beaucoup aussi la musique. C'est quelque chose qui me fascine beaucoup, qui arrive à susciter des fois des moments un peu de répit et de réflexion. Je trouve que la musique, c'est quelque chose qui nous met un peu dans des états des fois assez seconds, mine de rien, c'est assez particulier.
Et puis, il fut un temps où j'étais un grand passionné de dessin. Je dessinais beaucoup de mangas, en l'occurrence. Mais ça c'est un petit peu parti là depuis 2-3 ans. Je suis un peu moins dans cette passion-là. Mais un jour, ça pourrait peut-être me revenir. Mais dans ces cas-là, on verra ça le moment venu. Ouais. Ah ouais, d'accord, du dessin, bah, tu vois, t'aimerais, ça serait de tes rêves, ou en tout cas, de peut-être d'être publié, ce genre de choses-là, ou c'est vraiment pour le coup dans ton coin, ça t'a pas traversé l'esprit? Alors, je pense qu'il fut un temps où j'avais vraiment cette envie-là de faire du manga. Et puis bon, on va pas se mentir, quand on est adolescent, on rêve un petit peu de rentrer dans ce milieu-là. Mais non, aujourd'hui, je pense que vraiment, même si je dois m'y remettre, ça serait plus vraiment par pure passion. Je parlais tout à l'heure de concilier passion, profession et tout ça, mais je pense que dans le cas de certaines passions, il faut pas forcément chercher à les professionnaliser et qu'il faut quand même garder certaines passions comme étant uniquement et seulement des passions. Ouais, bah, effectivement, parce que c'est vrai que les passions, c'est quelque chose où si tu la professionnalises trop, peut-être qu'au bout d'un moment, elle peut perdre de sa puissance ou de la façon dont tu la vis aussi, puisque forcément. Tout à fait. Ouais. Donc ouais, je comprends Mm. cette problématique-là en fait. C'est-à-dire que pas toutes les passions sont à professionnaliser. Et oui, c'est un peu le piège, hein. C'est un peu le piège. Le jeu vidéo, c'est un petit peu différent parce que je pense que ça reste ma passion première, donc forcément, celle-là, je peux. Et puis, il y a des moyens ludiques de la professionnaliser. Je pense que ça existe, mais pour certaines passions, ouais, vaut mieux s'en tenir à ce domaine-là. Ouais, ouais, non, mais j'entends tout à fait. Et puis après, même si tu veux faire du manga, tu pourras peut-être dans le jeu vidéo travailler sur des visual novels, parce que c'est quelque chose qui vient bien à la mode, qui commence à bien débarquer chez nous en Europe. Il y a de plus en plus de traductions, de comment ça s'appelle, de studios qui en développent avec un cachet européen et plus d'ailleurs justement en manga. Donc j'en profite Ouais. pour faire un coucou à Novavox. Je parle à chaque fois d'eux, mais j'aime beaucoup. Ils ont fait leur second, la visual novel qui est sortie, Sears Isle, qui est magnifique. Il n'y a pas du tout un côté manga, une BO exceptionnelle. Donc voilà, je leur passe là, mais c'est pas d'eux qu'on va parler aujourd'hui, c'est plutôt de toi, On les Merwan. salue. Mais on les salue. Et donc oui, ben justement, donc on va quand même justement rentrer plus ou moins dans ce coin des joueurs. Donc tu disais que cette chaîne-là, YouTube, alors comment ça t'est venu justement l'idée? Alors tu expliquais plus ou moins que tu avais besoin de temps, et puis dans cette passion-là. Et donc tu m'as dit que c'était assez récent en fait. Et oui, alors c'est vrai que c'est venu assez soudainement. Après, il y a quand même plusieurs choses. Le fait de vouloir m'occuper n'a pas été forcément la seule raison, même si à cet instant-là, je venais de quitter mon travail. Donc j'avais terminé le travail dans lequel j'étais. J'avais commencé en fait à écrire environ 6 mois avant la création de ma chaîne. Donc on est fin 2017, fin 2016, pardon. J'avais commencé à écrire des articles sur un blog qui ont eu la visibilité qu'ils ont eue, mais ils m'ont permis à moi de m'épanouir un petit peu parce que j'aimais beaucoup l'écrit et j'avais surtout très peur de la vidéo. C'est un format qui me faisait très peur, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Et il s'avère qu'un jour, j'ai écrit un article qui a changé beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'y vienne dès maintenant, mais je peux déjà un petit peu aborder légèrement le sujet, qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille pour basculer vers le format vidéo. C'est que j'ai écrit un article qui s'appelle The Last of Us Part 2, le pari risqué de Naughty Dog. Et il s'avère qu'un développeur de Naughty Dog est tombé sur cet article, m'a envoyé un message privé pour me dire que l'article, il avait trouvé très bien. Donc on a discuté un petit peu. Alors j'avoue qu'au début j'avais quelques doutes sur son identité, puisque forcément quand on parle derrière un écran, on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. Puis après, en creusant un petit peu, j'ai deviné de qui il s'agissait et on a fait plus ample connaissance. Et de là a commencé à émerger en moi en fait une idée que j'avais déjà au fond de moi bien avant, mais que je n'avais pas osé franchir avant ce moment-là, c'était de partir sur du format vidéo, puisque j'avais en tête l'idée de faire des interviews de développeurs de jeux vidéo. Et à partir de ce jour-là, ben, il y a eu un petit peu ce déclic, et c'est ce qui m'a poussé vraiment à aller vers le format vidéo. On va revenir justement sur cette idée-là parce que c'est quelque chose qui va prendre vraiment une place plus tard et qui prend une place importante sur ta chaîne. Mais on va le garder un petit peu. On va faire Et oui, on va un bien peu sûr. naviguer on va faire un peu du open world, tu vois. Donc on va un peu naviguer entre C'est ça, ouais. différentes narrations histoire d'entrecroiser les arcs, histoire de faire un truc classe un peu à la The Witcher 3. Enfin, c'est ma référence. On peut commencer par les quêtes annexes, là, du coup, ouais. Ouais, ouais. Exactement, mais qui sont toujours très bien écrites, donc il n'y a pas de souci. Donc ouais, donc t'as commencé en fait avec le Oui, côté blog. C'est vrai que ce billet-là, je l'ai relu justement quand je préparais l'émission, puisque j'ai été ouais, exhumé d'accord. certains billets que t'avais écrits justement sur un blog qui était hébergé sur
sur Gameblog, si je dis pas de Sur bêtises. Gameblog, exactement, ouais. Ouais, ouais, Exactement. Et tout à donc, fait. effectivement, il y avait cet article-là, et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup ton écriture. Et d'ailleurs, justement, donc, quand tu lances la chaîne, donc, si je dis pas de bêtises, la chaîne, tu la lances en mai 2017, donc c'est quand même assez récent. Et oui, c'est vrai, 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises, ouais. 1 an et demi. Et justement, donc, quand tu la lances, alors justement, tu la lances pas avec des interviews. Au début, tu la lances justement avec plus des sortes d'analyses. C'est une rubrique qui est assez importante. C'est la rubrique principale quand tu la lances, que t'appelais, si je dis pas de bêtises, Parlons Jeu. C'est bien ça, tout à fait. Et donc justement, alors quand tu lances tout ça, comment tu t'es préparé? Comment est-ce que tu t'es lancé directement? Parce qu'on va parler un peu de YouTube, puisque forcément, ben, s'il faut regarder cette vidéo-là, à part si c'est un podcast, ma chaîne est aussi une chaîne YouTube. Donc justement, en fait, quel est justement le choix YouTube? Pourquoi tu as choisi déjà YouTube? Et surtout, est-ce que tu l'as préparé vraiment en avant de lancer? Comment en fait cette chaîne tu l'as créée? D'ailleurs, et puis le choix, le coin des joueurs, enfin, avant de te lancer, de mettre ta première vidéo, quel a été un peu ton cheminement pour justement arriver à ça? Les différentes idées qui me sont venues à l'esprit, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il y avait eu le blog et j'ai parlé de cet article que j'ai écrit. Mais avant d'avoir écrit cet article, j'avais écrit justement des analyses qui étaient donc évidemment, puisque c'était sur le blog, qui étaient donc forcément sous le format écrit. Et je me suis dit, bon, maintenant que j'ai eu un contact avec un développeur et que j'ai une idée de faire l'interview, avant ça, je vais commencer par faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire de l'analyse du jeu vidéo, puisque c'est ce que j'aime faire aussi, pouvoir analyser un petit peu le marché. Il y a plein de personnes qui le font et qui le font très bien, mais je voulais apporter ma touche à cette idée-là. Donc j'ai commencé un jour à prendre un stylo, à écrire, ou peut-être sur mon ordinateur, je ne sais plus, à écrire différentes idées que j'avais de vidéos. Et la première qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'avais envie d'aborder euh, l'importance de la stratégie de PlayStation aujourd'hui, qui est consacrée, et qui est uniquement dédiée, enfin qui est principalement dédiée aux exclusivités, qui est une stratégie qui est très efficace. Mais je voulais en fait revenir sur l'importance de cette stratégie-là, en quoi elle avait un impact sur l'industrie du jeu vidéo, parce qu'elle a un réel impact sur l'industrie du jeu vidéo. Et j'avais envie d'apporter ma touche personnelle à ça. Donc je me suis dit, maintenant, le format écrit va vraiment me limiter. J'ai besoin d'aller au-delà et j'ai aussi besoin de sortir de ma zone de confort. Petite confession, j'avais un problème particulier. Ce n'était pas forcément de me montrer, c'était surtout de poser ma voix sur une vidéo. J'avais un gros problème à m'entendre. Je détestais ça, mais vraiment, hein, je sais pas si on peut parler de complexe, mais j'avais beaucoup de mal à m'entendre parler. C'est quelque chose qui m'insupportait. Et j'ai dû passer un peu outre ça pour apprendre, pour prendre sur moi et apprendre aussi. Et du coup, ben, je me suis lancé avec cette première vidéo qui m'a demandé pas mal de temps d'écriture et qui m'a aussi demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de montage, puisque je ne maîtrisais pas le montage. J'ai appris sur le tas. Donc là, on est peut-être 2, 3 semaines avant que je lance la chaîne. Et donc j'ai appris un petit peu à essayer de manier les outils, à faire quelque chose de minimaliste, mais qui soit quand même correct. Et d'ailleurs, en parlant de minimaliste, c'était vraiment très minimaliste, puisqu'à la base, je m'enregistrais en fait avec un téléphone. Je n'avais pas de micro à ce moment-là, donc les 2 premières vidéos, si je ne dis pas de bêtises, ont été enregistrées avec un téléphone, avec le dictaphone de l'enregistreur du Du téléphone. Donc téléphone, ouais. c'est dire à quel point c'était du haut de gamme. Mais ouais, mais d'ailleurs, c'est ça qui est assez amusant, justement. J'ai réécouté les premières émissions. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est qu'il faut bien expliquer que par l'enjeu, alors à l'écoute, enfin, je suppose, tu me confirmeras, c'est justement totalement écrit. Enfin, en fait, tu as vraiment rédigé et tout ça, hein. Tout à fait, oui. Et après, tu l'illustres. Et c'est vrai que c'est ça qui est amusant, c'est qu'après, tu apprends aussi à développer de nouvelles compétences, quand tu dis le montage. Après, travailler le son, parce que ça va venir progressivement. On voit quand on écoute, je vais dire, tu vois, quand on écoute tes vidéos. Quand on regarde tes vidéos, là, en tout cas, de parler en jeu, effectivement, progressivement, la qualité sonore évolue. Alors, pas sur la qualité sur le fond. Enfin, moi, titre personnel, j'apprends rien en disant que moi, je trouve que c'est toujours passionnant. Mais c'est vrai que c'est ça qui est fort aussi. Sur le côté forme, justement, en fait, donc, t'as commencé avec le dictaphone du téléphone, comme tu dis. Grosso modo, maintenant, après, est-ce que parce que ça servira aussi à des gens qui nous écoutent, qui voudraient peut-être Oui. se lancer, parce que le but, c'est que c'est pas les gens, on les pousse à se lancer, c'est que plus on écoute des gens parler de leur expérience, plus souvent ça suscite aussi des vocations. Et donc, tu utilises quoi d'ailleurs comme matos, justement, maintenant, pour toutes tes vidéos? Alors, j'ai acheté un Blue Yeti pour ce qui est du micro. C'est quelque chose c'est un produit qui a un très bon rapport qualité-prix. On peut trouver ça souvent à moins de
80-90 euros quand c'est en promo. C'est un micro qui fait très bien l'affaire. J'ai toujours le même depuis. Il a de très bons réglages. Il y a même différents modes pour pouvoir ajuster un petit peu à notre convenance. Et du côté de la caméra, j'utilise une Logitech dont je n'ai plus le nom. Tu m'excuseras, Denis. C'est une Logitech, mais qui fait de la HD 1080p pour avoir un minimum quand même de rendu qui soit agréable à regarder et pour les auditeurs, parce que mine de rien, c'est quand même important. Si c'est pas forcément l'essence même d'une chaîne, moi j'encourage toutes les personnes. J'en vois souvent qui disent moi je peux pas me lancer parce que je suis pas équipé ou j'ai pas de logiciel de montage. Je pense pouvoir dire en fait que c'est pas du tout, mais alors pas du tout une contrainte, que je pense que ce qui est le plus important à la base, c'est le fond, et après, au fur et à mesure, on pourra améliorer la forme. Ouais, ben je te comprends tout à fait. Ben après c'est ça, oui, les micros, le Blue Yeti, moi c'est quelque chose que j'avais pas pris parce que pour l'instant vu que j'ai fait des émissions seul, ben, j'ai pris un petit Bird qui fait très bien l'affaire. C'est vrai que le Blue Yeti, l'avantage c'est que tu peux l'utiliser après si t'as une personne avec toi parce qu'il va capter le son justement de meilleure manière. Tu peux faire vraiment autour d'une table et tout. Donc c'est vrai Tout qu'il à est fait, ouais. il Ouais, est ouais. plus polyvalent effectivement. Et après bon après il faut pas se leurrer, c'est que la qualité d'image. Bon maintenant avec les téléphones portables tu peux faire des bons trucs avec les appareils photo. Souvent, ils utilisent des appareils numériques. Après, c'est vrai que la qualité HD, c'est pas tant que c'est important, mais c'est vrai qu'après, les gens sont habitués maintenant. Et donc, c'est vrai que malheureusement, on est dans ce côté-là où, et je suis sûr que ça doit être le cas pour tes premières vidéos. Comme je disais, sur la forme, c'était super intéressant. Mais comme le son, par exemple, veut pas être super, ben les gens, enfin, c'est le classique YouTube, hein, ils lancent, si la miniature leur plaît pas, ou si ta voix leur plaît Bien sûr. pas, ils coupent, ils mettent un point rouge, ils s'en vont, et puis, c'est la magie d'Internet. Mais, C'est la difficulté YouTube. Il faut venir sur YouTube en ayant conscience de tout ça. YouTube, avec toutes les beautés qu'il y a derrière, hein, il y a vraiment de très belles choses qui se créent. Il y a quand même aussi beaucoup de points qui peuvent rebuter, puisque bon, YouTube, c'est aussi l'endroit où on y voit souvent la méchanceté gratuite, ce genre de choses. Il faut être capable de passer outre les choses qui sont gratuites et juste vraiment se concentrer sur ce qui est justifié, légitime. Et c'est légitime. Si des personnes m'avaient reproché, il y en a certainement qui l'ont fait, que le son pouvait être amélioré, pour le coup, c'était dans leur droit de le dire, du moment que c'est mis avec les formes et que c'est dit poliment. Ouais. C'est le plus important surtout. Ouais. Ben totalement, et puis ça te permet justement d'évoluer, et ça te permet aussi de prendre du recul finalement, c'est ça qui tu vois, au début tu regardes, tu dis ah mais je prends des points rouges et tout ça, bon maintenant, d'ailleurs j'en ai peut-être là en dessous de la vidéo en ce moment-là où on se C'est parle, possible. c'est Ouais. pas possible, ouais, des fois je vais C'est essayer, pour Red Dead Redemption, ça. mais ah ouais c'est ça, mais tu sais tu uploads une vidéo, et puis la vidéo fait 40 minutes, et puis au bout de 2 minutes, Ouais. tu sais, tu t'es pris un point rouge, t'es là, Oui, il y en a déjà, ouais, bien sûr, mais c'est le classique, évidemment. et Ouais. Ouais. mais c'est assez, en fait c'est assez ridicule et amusant, enfin bon voilà, en fait je pense qu'il Oui, il faut s'en amuser. Ouais. tu Ouais. apprends à t'en détacher. Bon, les insultes, c'est beaucoup moins drôle. Mais bon, c'est vrai que bon, tu ne prends pas non plus trop d'insultes d'après ce que j'ai regardé. C'est déjà super bien. Oui, bon, il y en a une ou deux qui se faufilent dans le lot, mais Mais c'est parce que t'as pas mal de lots, justement. On parlera plus tard un peu, justement, de la vie de la chaîne. Parce que donc là, c'est justement, tu lances avec Parlons Jeu. Donc c'est vraiment quand tu le lances, en fait, justement, quand j'ai repris la description de ta chaîne, quand tu le lances, est-ce que tu avais justement une ligne directrice? Parce qu'on va parler un peu des lignes directrices et une déontologie particulière. Est-ce que tu t'es fixé ça d'entrée? Ou est-ce que ça a évolué au fur et à mesure? Parce que donc au début, quand tu présentes ta chaîne, tu parles donc Parle en jeu, donc qui est ce format d'analyse qui dure 15 à 20 minutes. C'est le format principal. Tu vas faire aussi ce que tu appelles des chronotests. exactement, ouais. Donc le chronotest, c'est un test en 5 minutes. Alors c'est pareil, c'est toujours illustré. C'est rédigé ça aussi totalement, il me semble. Oui, cela aussi. Ouais. Mais alors, cela, du coup, je pourrais ne pas les rédiger, mais c'est vraiment pour respecter les 5 minutes pile poil que je suis obligé de les rédiger, du coup. Ben oui, parce que finalement, t'en as fait quelques-unes. Alors quand on parle en termes de vidéos, t'as quand même maintenant pas mal de vidéos en un an et demi. Donc le parle en jeu, t'as fait quand même, t'as 17 vidéos. Ça, j'ai été voir les stats, tu vois, Ah, mais écoute, tu m'as analysé comme ça. je traque. Et c'est vrai que les chronotests, t'en as fait un peu moins. Et t'avais parlé aussi de quelque chose que je n'ai jamais vu sur ta chaîne. T'avais parlé d'unboxing au lancement de la chaîne. Oui, exactement. Alors, ça, c'est une petite anecdote. Je l'ai dit au tout début, et en fait, je crois que le jour où je l'ai dit, je le pensais même pas, en fait. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte qu'après, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai dit ça alors que j'ai jamais eu l'intention de faire d'unboxing, j'avais pas ça de prévu. Donc, en toute honnêteté, Denis, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai dit ça. C'est un mystère pour moi, puisque c'est pas comme si mon avis avait évolué depuis. Non, absolument pas. C'est juste que je n'avais jamais prévu de faire ça.
Et parce que je pense que c'est plein de personnes le font et ça apporterait pas grand-chose à ma chaîne. Moi, dans l'idée que j'en ai, tu me parlais tout à l'heure de ligne. Est-ce que j'en ai une? Oui, j'en ai une. C'est essayer de toujours faire quelque chose d'un peu différent, même quand je reprends un format qui existe déjà ailleurs. Je tiens vraiment à une chose, c'est la différence. Essayer d'apporter quelque chose qui va faire que ce format va se démarquer de celui d'un autre. Et ça, c'est quelque chose de très important, quel que soit le format que je lance. Tu parlais tout à l'heure des chronotests. Des tests, il y en a des dizaines de milliers sur YouTube. Je me suis dit, bon, maintenant, si moi, je veux être légitime à pouvoir parler d'un jeu, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois m'imposer une contrainte, ça va être seul du temps. Et 5 minutes, c'est très peu pour juger un jeu, puisque moi, j'ai pas fait ça pour me débarrasser, me délecter de la chose, pas du tout. J'ai fait ça parce que c'est un exercice de style qui permet de vraiment d'apprendre à maîtriser les mots qu'on va employer, la façon dont on va les utiliser. Tout ça, c'est vraiment un exercice puisqu'on est limité dans le temps et forcément, on apprend beaucoup, beaucoup avec le temps. Et c'est aussi pour ça que, bon, il y en a un peu moins aujourd'hui des chronotests parce que j'ai peu de temps. Mais globalement, c'est un format qui m'a vraiment beaucoup appris dans l'exercice de synthèse, on va dire. Bah ouais, bah tu m'étonnes. Alors en plus, oui, parce que là, et puis c'est bravo, parce que je suis l'antithèse de la synthèse, moi, mes vidéos, et encore je les coupe, mais je suis un roi de la digression, je l'assume, Il faut de tout. mais oui, mais tu sais qu'en plus, c'est vrai que souvent, d'ailleurs, on m'a dit, ouais, mais tu devrais faire plus court, parce que sur YouTube, les gens regardent pas. Je dis, oui, mais si il y a vraiment des choses que j'ai envie de dire, je vais pas m'arrêter à ça. Et justement, quand on parle d'une directrice, c'est ça, comme tu dis, toi, voilà, tu fais pas le chronotest en te disant, mais c'est parce que 5 minutes, les gens ont que 5 minutes. Non, c'est parce que toi, tu sais, en fait, quelque part, même un challenge que tu t'es lancé, personnellement. Tout à fait, ouais. C'est totalement l'idée, ouais. D'ailleurs, quand tu parles de, justement, être un truc un peu différent, c'est pas la différence pour la différence, c'est pareil, c'est parce que ça te parle, je suppose. C'est quelque chose que toi, t'as envie de te sentir, on va dire, plus personnalisé, en tout cas, dans le format. Ouais, ouais, c'est vrai que des fois, les gens, et je peux le comprendre, entendent ça de façon peut-être prétentieuse, mais j'ai vraiment, vraiment toujours détesté faire comme les autres. J'aime bien faire comme les autres, il n'y a jamais qu'une seule manière de faire, mais j'aime bien essayer de, je n'aime pas, et c'est très récurrent sur YouTube, des personnes qui le font, notamment dans les très 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 grands YouTubeurs aux millions d'abonnés, qui se reprennent beaucoup d'idées et qui sont vraiment parfois calqués pour tout ce qui est le format de podcast à l'époque, qui était très repris. Les Cypriens ont inventé des formats qui ont été repris et on peut même dire copiés. Et ben moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange particulièrement parce que je suis sûr que chacun a quelque chose à apporter, que chacun a quelque chose à dire et qu'on a tous une personnalité. Et que pour moi, ce qui va faire une chaîne, c'est pas forcément tel format ou telle émission, c'est la personnalité qu'on y met dedans. Et ça, pour moi, c'est le plus important et c'est aussi pour ça que j'estime que la différence, c'est vraiment quelque chose que je veux garder. Ouais, ben ça j'entends bien. Et d'ailleurs, quand tu parles de ça, justement, tout à l'heure, tu parlais de légitimité au niveau des tests. Justement, est-ce que ça a été un frein au début de te dire, est-ce que je suis légitime à parler de jeux vidéo? Parce que c'est une question qu'on peut se poser surtout, souvent, quand on se lance surtout et qu'on va être jugé publiquement, parce qu'à partir du moment, même si t'as que une vue, deux vues, de tous les cas, Ouais. à partir du moment où tu rends public ta voix, tu t'exposes à un jugement. Et donc, justement, est-ce que t'étais parti, est-ce qu'il y a eu quelque chose où tu es parti en te disant, ben, il y a pas de souci, j'y vais, ou est-ce que tu avais justement par rapport à tout ça des sortes de craintes ou tu étais hésitant avant justement de pleinement te lancer, ou alors tu y étais bien en tête? C'est une excellente question, je trouve. Et honnêtement, c'est difficile à dire, mais je pense que cette question-là, je me la suis pas forcément posée pour les tests, puisque quand je me suis lancé dans les tests, j'avais déjà fait des parlons-jeux, donc j'avais déjà pris une certaine aisance que je n'avais pas avant. Par contre, j'ai vraiment eu cette question qui s'est posée pour les artistes du JV. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir quand on reviendra pour ce format. Là, vraiment, je me suis demandé, est-ce que je suis légitime à interviewer des développeurs? Et là, ça a vraiment été la grande question. En soi, on est toujours légitime puisque on est maître de nos contenus, on est libre. YouTube nous permet de créer des contenus du moment qu'on respecte les règles. Mais là, vraiment, personnellement et vis-à-vis des autres qui seraient intéressés par les interviews, je me suis vraiment posé la question. Et là, ça a vraiment été assez difficile de trouver la réponse. Ouais, ben, je comprends bien, effectivement. Et d'ailleurs, est-ce que toi, justement, quand tu parles de personnalité, donc c'est une chose, parce que tu vas amener en fait une plus-value que donc toi, personnellement, tu amènes, mais par contre, c'est pas entendu comme personnalité, genre se mettre en avant. C'est pas comme ça que tu l'entends, toi, en fait. Non, 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 bien sûr que non, non. C'est vraiment pas l'idée. Le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose à raconter, surtout. C'est ça qui est le plus important. Et c'est surtout, tu parlais tout à l'heure, tu as employé le terme de challenges. C'est des challenges personnels qu'on va s'imposer à soi-même, surtout, hein, vraiment.
Parce que c'est vrai que souvent on a, et c'est pareil, alors moi c'est quelque chose que j'aime pas, mais c'est pas une critique, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que souvent on a des gens, des fois, ils vont faire des vidéos sur un jeu, tout ça, mais t'as l'impression qu'ils se mettent plus en avant que le jeu, et moi c'est vrai que Oui, oui, à titre bien de sûr. Ouais. viewer, mais vraiment de spectateur, hein, ça me pose un peu un problème, parce que je me dis, c'est pas un one-man show, et donc c'est vrai que c'est là que je parle de ligne directrice, et t'as de plus en plus d'ailleurs de, peut-être qu'on reviendra plus tard sur une discussion plus large, mais des fois tu regardes des chaînes et en fait t'as une espèce de patchwork et tu te dis mais est-ce qu'il y a une ligne directrice en fait et, euh, Ouais, bien sûr. Ouais. et donc C'est un des risques aussi de YouTube, et ça, pour le coup, tout le monde, je pense, est exposé à ce risque. Bon, déjà, tu le disais, quand on est sur YouTube, on s'expose à devenir un personnage public. Et le mot le plus important, c'est personnage. C'est qu'on devient en fait un personnage aux yeux des gens. C'est ça qui est. On aura beau dire on n'en est pas un, on le devient aux yeux des gens. Voilà, on est attitré au nom de notre chaîne. On n'est pas attitré au nom d'une personne. Et ça, c'est particulier. C'est particulier. Et ça, c'est clairement quelque chose qui aurait pu être un frein à la création de ma chaîne, puisque moi, j'y ai vraiment réfléchi beaucoup. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de m'exposer comme ça publiquement? Et ouais, tout ça, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Et tu as raison, il y a malheureusement et heureusement, je ne sais pas, ça existe et il y en a beaucoup qui deviennent un petit peu les personnages de leur chaîne. ouais, et je pense que parfois c'est même inconscient, c'est-à-dire que tu te rends pas compte, c'est une sorte de glissement. Je vais pas les citer là parce que j'ai pas envie de flasher quelqu'un ou pas, mais il y a des chaînes que je regardais que j'aimais beaucoup au début et maintenant, même si le contenu est encore intéressant, j'avoue que ben, ça me plaît moins parce que justement ça prend une direction qui moi ne m'intéresse pas et j'ai l'impression des fois que Ouais, ce truc de personnage et après sur les réseaux sociaux tu sais comment c'est, des fois tu vas retrouver entre des clashs entre et finalement, c'est toujours pareil, les gens font pas la différence entre le créateur, la création, sa création, le youtubeur quoi, et ce qu'il est. Moi, il y a des gens, j'aime pas en tant que youtubeur par exemple, et je suis persuadé que dans la vie de tous les jours, ça peut être c'est des gens qui doivent être humainement très bien. Et inversement, il y a des youtubeurs que je trouve très intéressants et qui sont peut-être des pires saloperies dans la vie de tous les jours, ce que je ne souhaite à personne. c'est possible. Bien sûr que c'est possible. C'est le risque, on ne sait pas. Et moi, c'est ça que j'estime. Et c'est un problème qu'on peut avoir sur YouTube, c'est qu'il faut en fait avoir une idée de quand est-ce qu'il faudra s'arrêter. C'est-à-dire que je pense que c'est pas facile à dire et des fois les gens ont du mal à l'entendre, mais en fait il faut avoir une idée de quand les choses s'arrêteront, quand on aura plus. Moi je l'ai toujours dit, quand je n'aurai plus rien à raconter sur ma chaîne, eh ben ça sera le jour où ma chaîne s'arrêtera. Non pas parce que j'en ai forcément marre ou parce que j'ai plus envie, pas du tout. C'est juste que ben, vient un moment où un livre, quand on le lit, ben, il a une fin. Eh ben, j'estime qu'une chaîne doit aussi avoir une fin, qu'elle doit raconter des choses et qu'elle doit aussi savoir s'arrêter au bon moment. D'une part, pour soi-même ne pas se lasser, et de deux parts, justement, pour ne pas devenir les personnages dont on parle depuis tout à l'heure. Bah oui, voilà. Et puis même, c'est peut-être aussi en termes de contenu. Tu vois, je dis que tu fais pas mal de vidéos, mais bon, tu en fais pas tous les jours non plus. Et c'est toujours pareil. Des fois, c'est intéressant, mais des fois, justement, à force de vouloir créer du contenu, parce que c'est aussi le problème. Enfin, le problème, hein, c'est la beauté de la chose ou la beauté vénéneuse, je sais pas, ensorcelante. Mais c'est qu'en fait, voilà, tu vas créer du trafic, du like, du contenu, et donc ça pousse justement à trop en faire. Et c'est peut-être une manière aussi, peut-être d'étouffer la passion. Peut-être qu'à force d'en faire, ben Oui, je pense, ouais. Ouais, ouais, vraiment. tu sais, quand tu fais des vidéos et que finalement, enfin, je suppose que ça t'arrive d'ailleurs, parce que t'as annoncé récemment, justement, que t'allais te mettre en pause, alors pas énormément, hein, je crois que tu comptes reprendre en janvier. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que justement c'est pas, alors par rapport, je suppose, à la vie, parce qu'on a tous une vie en dehors de YouTube, mais c'est aussi peut-être par rapport à ce travail-là, le fait que ça prend beaucoup d'énergie, surtout que je suppose que tu fais tout seul, toi. Le montage, tu l'as dit, hein. Ben, il y a beaucoup de choses pour répondre à cette question et c'est intéressant. C'est difficile de trouver par quoi commencer, mais déjà, première chose, c'est que depuis un an et demi, j'ai jamais vraiment fait de pause. C'est très fatigant. On a beau dire ce qu'on veut, et je dis pas ça pour me plaindre, absolument pas, hein. Je ne m'en plains pas, au contraire, j'en suis content. Ça m'a moi-même un peu sorti de ma zone de confort, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est fatigant, c'est épuisant parce que même s'il y a une seule vidéo qui sort par semaine, on est en permanence sollicité avec une chaîne. C'est-à-dire que notre cerveau, indirectement, inconsciemment, il pense toujours à ça. Il pense toujours à ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire après-demain, ce qu'on va faire dans un mois, ce qu'on va faire dans 2 mois. Et c'est ça qui est très dur, c'est d'être en permanence sollicité par sa chaîne, même quand on ne le veut pas forcément. Et ça, c'est une des premières raisons pour laquelle je veux faire une petite pause.
Je veux un peu, je vais pas forcément m'éloigner parce que moi à côté je vais créer des contenus pour la reprise évidemment, mais je vais le faire à un rythme qui sera le mien. Comme ça, les gens sont au courant, ils n'ont pas à attendre de contenu de ma chaîne pour les semaines qui arrivent. Mais ça, c'est une première raison. Ensuite, deuxième raison que j'avais en tête et qui ne me revient pas à l'esprit. Ah oui, si ça me revient, c'est que j'ai plusieurs idées avec ma chaîne aussi. Et pour pouvoir faire des choses, bah, des fois, il faut savoir s'accorder du temps aussi. Les idées, il ne faut pas forcément les réaliser dès qu'on les a à l'instant. Des fois, il faut savoir les laisser émerger. Et une fois que ça en est à ce stade-là, là, à ce moment-là, on peut arriver, on peut revenir avec quelque chose de stable et de solide. Et troisième raison, c'est bah, déjà parce que je vais être très sollicité là dans les semaines qui arrivent du côté perso, donc forcément j'aurai aussi un peu moins de temps à consacrer pour la création pure de vidéos. C'est pour ça que je parlais d'idées tout à l'heure, ce sera des idées qui vont naître dans ma tête et qui vont se poser. Donc voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres raisons, mais je pense que globalement, ces trois raisons-là font que j'ai vraiment eu besoin de prendre une pause, de me dire, OK, bon, jusqu'en janvier, de octobre à janvier, il n'y aura pas de vidéo. Et pendant ce temps-là, il se passera ce qui se passera. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est bien aussi des fois de laisser les choses respirer, de se laisser respirer. Et comme tu dis, ça sera peut-être l'occasion aussi, ben, sans faire forcément un focus dessus, ben, peut-être que justement, ça va te permettre, en prenant du recul, de voir des choses aussi à améliorer, ou s'il y a des choses à améliorer, ou comme tu dis, de faire évoluer, parce que rien n'est figé. Enfin, le but, c'est justement, c'est de pas figer les choses, et tout est en mouvement. Donc effectivement, Ouais. moi, je comprends bien ce que tu fais là, sachant qu'il y a déjà un gros contenu, et comme c'est des analyses, en fait, c'est un contenu qui est pérenne finalement. C'est quelque chose que tu peux redécouvrir. Et donc quelque part, j'enjoins d'ailleurs justement les gens qui nous écoutent à aller ben, profiter de ces 3 mois pour redécouvrir ou découvrir ta chaîne, mais parce qu'effectivement, c'est ce qui permet de se poser et ça permet de prendre du recul. Je pense qu'on est dans tu vas peut-être me dire le contraire, mais j'allais dire dans l'industrie du jeu vidéo, ça va très vite, mais même on est dans une société où il y a une instantanéité et de moins en moins d'analyse. C'est-à-dire que dès qu'une info sort, en suivant, faut faire une vidéo, faut en parler sur Twitter. Et oui, oui, c'est ça. T'as aucun recul, donc effectivement, je pense que c'est peut-être aussi le bon moment. Et comme tu dis, de toute façon, les idées sont toujours là, et c'est vrai que les gens enfin, en fait, comme tu disais, c'est vrai que les gens souvent pensent que on a une idée, on la met en suivant en pratique, mais ça arrive à certaines personnes, mais des fois, ben non, faut que ça mature, comme tu dis. Et d'ailleurs, justement, donc là, tu vas prendre un petit peu de recul. En tout cas, la chaîne va prendre du recul. Toi, après, ben, c'est toi qui feras. Justement, on parlait t'es tout seul, tu dis tu fais tout seul, ça prend du temps. Pour ta chaîne, de point de vue plus technique, c'est pas monétisé, y a pas, tu fais pas, t'as pas de projet justement de monétiser, ou alors maintenant on sait que beaucoup cherchent soit des partenariats avec des éditeurs, soit des types Patreon avec une communauté ou Tipeee. Ça, c'est pas quelque chose que tu as pour l'instant, ou c'est quelque chose que tu voudrais faire ou pas? Alors, pour être totalement transparent avec toi, la chaîne est déjà monétisée lorsque la chaîne avait atteint les 1000 vues, si je ne dis pas de bêtises, puisque je crois que les règles ont changé depuis. Donc la chaîne avait été monétisée, donc elle fait gagner quelques centimes, hein, c'est une histoire de quelques euros tous les quelques mois, on ne vit pas de ça à mon échelle. Par contre, non, j'ai aucun projet, je ne veux absolument pas faire de partenariat, et j'en ai des demandes, j'en ai très régulièrement de personnes qui proposent de présenter tel produit en échange de leurs services. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas parce que je pars du principe que la force d'être indépendant, c'est justement d'avoir sa liberté. Et on n'est plus indépendant à partir du moment où on est dicté par la ligne de quelqu'un d'autre. Et même si c'est dans les règles de l'éthique, hein, même si tout est très bien fait et qu'il y a enfin, que tout est transparent, que tout est très clair, j'estime qu'à partir de ce moment-là, on perd un petit peu de sa personnalité et qu'on en vient à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas eu cette proposition. Donc, je préfère être clair. Moi, tout ce qui est contenu sponsorisé, tout ça, j'accepte que les autres le fassent. Ça ne me dérange absolument pas. Je ne le porte pas sur mon dos. Mais moi, individuellement, pour ma chaîne, ça n'apporterait rien. Et au contraire, ça aurait même l'effet inverse, puisque je pense que ça me ferait énormément perdre, et je le dis en toute transparence, de ma personnalité. Ouais, ben, de toute façon, ça inclut forcément, consciemment ou même inconsciemment, un biais. Ça, effectivement, je te rejoins tout à fait.
pour la monétisation, voilà, tu me l'apprends. Alors j'avoue que tout ce qui est statistique, alors moi je peux tout ce qui est statistique, monétisation, j'avoue que je ne suis pas au courant. Je crois juste le seul truc que j'envisage, mais tu vois mon petit niveau, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est que ta chaîne, et ça on va justement avant, on tease depuis le début les artistes du JV, mais on va y venir. Mais avant, je vais te faire parler quand même d'une autre chose, parce que ta chaîne quand même, elle a plus de 6000 abonnés maintenant, et justement en fait elle a eu une espèce de d'explosion à la fois par rapport au contenu, et c'est parce que tu as participé aussi à des alors tu étais invité au club JV de la chaîne de Julien Chiez. Donc on présente pas qui est Julien Chiez, je pense que la plupart des gens connaissent dans le monde du jeu vidéo. Ben oui, bien sûr. Qu'on salue, ouais. Totalement d'ailleurs, après indépendamment de ce que vous voulez penser de ce qu'il fait ou pas, en tout cas c'est quelque chose où tu es intervenu, et notamment tu as fait un débat qui est vraiment, que je conseille vraiment, sur la violence dans le jeu vidéo, qui était très intéressant, qui est assez récent. Ça a été vraiment top de participer à ce débat, ouais. Ouais, c'était vraiment, en tout cas, je conseille, c'était vraiment intéressant. En plus, moi, j'étais vraiment dans ta ligne de pensée. Donc, c'était encore mieux. Puis, tu s'étais très bien verbalisé. Vous étiez plutôt deux dans un sens, deux dans l'autre. Et Oui, c'est vrai, ouais. c'est vraiment et en plus, c'était vous qui avez les meilleurs arguments. Mais ça, ce n'est que mon avis. Mais c'est juste que avant ça, comme tu avais déjà été invité dans la communauté et tout ça, c'est qu'en fait, il va carrément, lors d'une vidéo, mettre ta chaîne en avant et t'inviter à en parler. Donc tu peux expliquer comment ça s'est fait, parce que c'est quand même quelque chose de super intéressant. Ben absolument, et je n'en remercierai jamais assez Julien d'avoir fait ça. C'est vraiment énorme, pas pour le nombre d'abonnés que ça apporte, c'est génial. C'est vraiment tout simplement l'acte en lui-même, l'intention qu'il y avait derrière. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Julien m'a contacté. Il m'a dit, est-ce que voilà, t'accepterais, j'ai envie de mettre en avant un petit peu les talents qui gravitent un petit peu autour de nous, parmi nos connaissances. Et j'ai dit, ben, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup de me faire cette proposition-là. C'est quelque chose de remarquable, parce que mine de rien, on est des gouttes d'eau dans un océan, et Julien a réussi vraiment, a pris le temps de faire ça. Et ça, c'est quelque chose que bah, forcément on en est reconnaissant. D'autant qu'avant ça, il y avait vraiment eu des lives dans lesquels il nous avait déjà invités. Donc avec Julien, on avait déjà pu faire connaissance. Donc le contact s'était déjà établi. Mais vraiment, cette vidéo a été un petit peu l'élément déclencheur où il m'a complètement dédié un temps de parole pour pouvoir mettre en avant et présenter mon contenu sur ma chaîne. Et d'ailleurs, je tiens aussi à faire une dédicace aux chers players, puisque ça a aussi été les premiers en fait avec qui j'ai fait une vidéo, puisque avant ma chaîne, une semaine avant la création de la chaîne, je crois, Yannick m'avait contacté. Enfin, j'avais d'abord contacté Yannick pour lui demander des conseils, et ensuite il m'a recontacté de son plein gré pour me dire si j'étais d'accord pour participer à un live sur sa chaîne. Donc j'avais fait ça. Ça doit être encore trouvable sur leur chaîne, je pense. Donc merci à Yannick et Roman. C'est tout à fait trouvable. Je l'ai un peu regardé justement. Je t'ai un peu stalké sur Internet. Non, mais c'est vrai. Et les Share Players, qui avait d'ailleurs une chaîne qui une belle chaîne, qui commence à avoir une belle communauté, qui a beaucoup de contenu, et qui eux-mêmes d'ailleurs avaient été mis aussi en avant, je crois, par Julien Chiez sur sa chaîne. Donc effectivement, après, comme on disait, tu vois, quand on parle des gens ou pas, ben après, indépendamment de ce qu'on peut aimer sur certains contenus, il faut aussi noter quand il y a des vidéos, voilà, de mise en avant, parce que c'est pas quelque chose qui est acquis par qui que ce soit. Et donc ce genre de principe est quand même intéressant. Et pour les personnes qui auraient un doute sur l'intention de ces vidéos, il faut quand même préciser que un YouTuber de l'échelle de Julien, puisque c'est lui qui m'a invité, n'avait en soi aucun intérêt à m'inviter. Parce que bon, fondamentalement, c'est pas ce qui va faire le plus de vues, c'est pas ce qui va faire le plus d'attractivité, etc. Donc là, c'était vraiment, vraiment juste par sympathie. C'était un acte d'intention, et c'est pour ça que c'est ce qui me semble important, et c'est quelque chose que je défends. C'est mettre un petit peu de côté tout ça et regarder des fois quelles sont les intentions de la personne, et ça, c'est cool. Tu fais bien, voilà, tu fais bien de le préciser. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, je trouvais que c'était une très très belle chose. À titre personnel, pour être transparent ici, puisqu'on a parlé un petit peu avec Eric la dernière fois, qui lui, pour le coup, et je sais, il avait dit, était moins dans cette optique-là, en fait, au niveau de la chaîne justement de Julien. Moi, j'avoue que c'est pareil. Au début, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. J'avoue que la direction que ça a pris me parle pas. Maintenant, me parle beaucoup moins. Et donc, bah, je regarde pas. Et c'est comme ça. Tout est question de point de vue, bien sûr. Exactement, tout est question de point de vue. Pour finir avec tes participations, et avant vraiment, on leur a bien teasé Ouais, pendant très longtemps les artistes du ouais, c'est JV, vrai, ouais. t'as aussi fait le côté podcast, puisque depuis 2017 tu participes au podcast Fini de jouer. Donc est-ce que tu peux m'en parler un petit peu rapido, les présenter, leur faire un coucou?
Bah, bien sûr, alors déjà on a les potes Florian l'aventurier et Stéphane Co qui sont du coup les deux gars derrière la création de cet excellent podcast qui est un podcast entre potes où on parle de jeux vidéo, où on discute et on déconne à la fois. C'est un peu un cocktail. C'est un peu tout ce qu'on peut aimer du jeu vidéo, ben, on le retrouve chez Fini de jouer. Et du coup, ben, Jérémy Valade et moi-même sommes depuis des membres assez récurrents de leur podcast. Donc chaque mois, on participe avec eux en tant que membre, entre guillemets, officiel du podcast. Et c'est cool, c'est vraiment un peu le moment qu'on savoure tous ensemble, c'est le truc où on se retrouve, la discussion entre potes, où on mélange vraiment discussion sérieuse avec blague et humour entre deux. Et c'est vraiment top. Donc je leur souhaite, je leur fais un gros coucou et je leur souhaite tout le meilleur pour la suite. Qu'ils restent surtout comme ils sont déjà. Ben voilà, ben le coucou est passé, donc podcast fini de jouer, vous pourrez trouver ça sur SoundCloud. De toute façon, je mettrai en description de la chaîne tous les endroits où on peut te trouver, Merwan. C'est magnifique. Ben oui, c'est magnifique, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui lisent encore les textes et descriptions? Je ne sais pas, en tout cas, moi je les remplis, toi aussi. Moi, c'est bête parce que je passe beaucoup de temps sur ça à chaque, à chaque fois. Donc je suis sûr que personne ne les lit. C'est pas grave, ça me fait plaisir de les faire. Ben oui, non, mais c'est vrai, parce que c'est toujours pareil, comme tu dis, enfin, t'as envie de présenter, et c'est comme, bon, tu parlais après changement de micro et tout, même pour toi-même, t'as envie Mm. de présenter un produit culturel, parce que c'est ce que c'est aussi, le plus beau possible. Enfin, c'est pas parce que pour un côté esthétique, c'est juste pour un côté bien finalisé, en fait. Exactement, ouais. Tout ce qui est habillage, c'est très important. Ouais. Ben Pardon. ouais, voilà, ben non, mais justement, et donc quand tu parles de l'habillage, ben on est en train de toujours de reléguer cette histoire de l'artiste JV, mais on va y venir. Quand on parle d'habillage, mais parce que j'ai envie un peu de couvrir tout ça, parce que des gens qui Et oui. aiment YouTube et ben, ou qui connaissent pas, ben voilà, découvrir. Justement, combien de temps tu passes, parce que donc tu fais la description, ça prend du temps. T'as aussi le côté, t'as des mots clés aussi à mettre, et puis après l'habillage, la miniature, tout ça, donc c'est pareil, est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrisais pas, que t'as dû commencer à faire? Et comment tu choisis tes vignettes, en fait, tes illustrations? Alors écoute, je disais tout à l'heure avoir fait du dessin avant et j'avoue que pour tout ce qui est miniature, ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait du dessin parce que j'ai une visualisation globale un petit peu de comment je me représente une image finale. Ça me vient assez vite à l'esprit. Je l'explique pas vraiment, mais c'est voilà, c'est assez naturel. Donc ça, je passe pas mal de temps à le faire parce que je les peaufine un petit peu. J'aime bien avoir des miniatures propres, quelque chose qui fasse l'affaire, quoi, qui soit pas non plus trop long à faire, mais qui soit visuellement attractif. Après, c'est vrai que tout ce qui est insertion de mots-clés, de description, tout ça, ça prend du temps. Je ne saurais pas forcément le quantifier, mais c'est vrai que quand on publie au début de la chaîne, je publiais peut-être une vidéo tous les 4 5 jours. Et effectivement, quand on est amené à le faire régulièrement, surtout au début, bah, c'est quelque chose d'assez chronophage où on passe un peu de temps. Il faut mettre tous les mots-clés possibles et imaginables. Alors, il ne faut pas forcément en mettre trop, parce que sinon, c'est contre-productif. Mais du coup, voilà, il faut quand même passer un peu de temps à réfléchir là-dessus. Et d'ailleurs, tant qu'on y pense, tu parlais d'habillage tout à l'heure, la chaîne a des logos et des avatars, et un avatar. Et du coup, c'est intéressant parce que pour la petite histoire, suite à la publication de ma première interview, il y a Florent qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, écoute, je suis graphiste et j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, à partir de maintenant, si un jour tu as besoin d'un coup de main pour tout ce qui est habillage, ben, n'hésite pas à me contacter. Du coup, je l'ai contacté, on a sympathisé et il a gentiment réalisé tous les logos de la chaîne, que ce soit le logo des Parlons Jeux, des Chronotests, des artistes du JV, ainsi que tout ce qu'il peut y avoir comme le logo de la chaîne, donc le coin des joueurs et l'avatar. Donc, si Florent passe par là, un grand merci à lui de m'avoir fait cette proposition-là. Comme quoi, des fois, on pense qu'il faut forcément s'entourer, chercher des contacts, mais des fois, les contacts viennent un petit peu à nous et je remercie vraiment Florent de m'avoir fait cette proposition-là et de l'avoir réalisée. Bah écoute, bah voilà, je fais coucou aussi. Puis en même temps, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a des fois tu vas chercher des contacts et puis des fois ils viennent à toi tout simplement parce que ce que tu crées aussi suscite, c'est ça qui permet justement de faire de l'échange. Et le but de l'échange, c'est ça, c'est que ça soit transversal et que ça marche dans tous les sens. Et d'ailleurs, vu qu'on parle d'échange, on va quand même venir à cette histoire des artistes JV qui va être un peu le, tu vois, au début quand tu lances la chaîne, c'est vrai que tu te dis parlons jeu, ça va être un peu l'émission centrale, elle les analyse et Oui, finalement ce qui va le devenir. En tout cas, ce qui a l'impression qui fait vraiment, alors c'est peut-être réducteur, tu vas me dire ou pas, mais j'ai l'impression que ce qui fait vraiment le sel, pas le sel principal, mais en tout cas qui donne vraiment une identité propre à ta chaîne, parce que finalement c'est assez rare. En tout cas, sur YouTube, en tout cas, même
En France, c'est assez rare pour avoir un youtubeur, c'est ces artistes JV. Alors, est-ce que peux-tu expliquer le concept et surtout, tu as déjà commencé un petit peu à nous dire comment c'est arrivé, comment justement tout s'est créé en fait pour ces artistes JV? Alors, le concept des artistes du JV, c'est d'interviewer un développeur. Alors, aujourd'hui, ce sera plus que des développeurs qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo depuis peu ou depuis longtemps, et de les interviewer comme ça pendant une bonne heure, mais pas forcément de parler de ce qu'on sait déjà, mais qui viennent en fait nous raconter des choses nouvelles, déjà qui se présentent, puisque ce sont souvent des personnes qu'on ne connaît pas. Et ensuite, bah, du coup, arriver un peu, parler un peu d'industrie, de marché, tout en faisant le lien avec leur parcours. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps dans la préparation, c'est réussir à mêler les deux sans que ce soit vraiment deux parties distinctes. Je tiens vraiment à ce que les interviews aient une ligne, une certaine ligne et que ce soit assez cohérent dans l'ensemble. Mais du coup, comment c'est né? Ben, j'en parlais tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir plus longtemps, mais Hans Godard, le développeur de Naughty Dog, m'avait envoyé un message. Donc un jour, je l'ai recontacté pour lui dire, écoute, j'ai mis au point un format, je compte lancer une chaîne YouTube, j'aimerais que tu sois mon premier invité. Il m'a dit OK, il n'a pas hésité un seul instant. Et puis à partir de là, tout a commencé. Moi, en fait, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé, c'est que on associe, et je sais que c'est important de le faire, mais on associe un studio à un visage. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange particulièrement. Je comprends pourquoi c'est fait, mais je comprends pas pourquoi ça continue, alors que fondamentalement, ce sont des dizaines et des centaines et des milliers d'artistes qui sont derrière. On associe Ubisoft à Michel Ancel, à Yves Guillemot, on associe Naughty Dog à Neil Druckmann, et on n'associe jamais en fait les milliers de personnes qui sont derrière. Et ça, ce paradoxe-là, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Et je pense que c'est le premier élément déclencheur qui a fait que je me suis vraiment décidé à lancer les artistes du JV, aller chercher tout simplement les gens qu'on ne connaît pas, essayer de leur donner la parole, les mettre en avant pour qu'ils nous parlent un petit peu d'eux, pour que les gens fassent la connaissance et aussi pour que les gens apprennent des choses en fait sur l'industrie du jeu vidéo, puisque c'est avec ces gens-là qu'on apprend des choses. C'est pas forcément avec des gens comme moi qu'on va apprendre ce que c'est l'industrie du jeu vidéo, c'est avec eux. Et c'est ce qui me semble, c'est ce qui me semble être le plus important. Donc globalement, c'est un petit peu de tout ça qu'est né le format des artistes du JV. Et forcément, je le dis assez souvent, c'est clairement aujourd'hui l'émission qui est la plus importante, tant c'est celle qui m'a le plus mis en danger, c'est celle qui m'a fait poser le plus de questions. Tu parlais tout à l'heure de légitimité, je pense que c'est l'occasion d'y revenir. Je me suis vraiment demandé en quoi j'étais légitime à prendre la place d'un journaliste que je ne suis pas. Évidemment, je n'ai pas de formation, je n'ai pas eu d'études liées à ça. Est-ce que les gens vont réussir à... Est-ce que la sauce va prendre? Est-ce que c'est quelque chose qui va plaire ou au contraire, c'est quelque chose qui va diviser? Peut-être que les gens vont se dire, bon, ben, ok, pourquoi est-ce qu'il nous parle, pourquoi est-ce qu'il nous fait des interviews alors que fondamentalement, c'est pas un exercice qu'il maîtrise. Et c'est vrai, je pense qu'il faut être honnête. Aujourd'hui, j'ai re-regardé récemment ma première interview, même si je suis très content du résultat global. C'est sûr, ça a changé, voilà, on évolue, j'étais pas forcément à l'aise, et, et ça se voit vraiment, ça s'entend aussi, mais il fallait le faire et c'était une première étape avec Hans Godard qui était vraiment importante à franchir. Ben ouais, je comprends bien. Ben, merci pour cette explication, mais c'est vrai que C'était long, je crois, hein. oui, mais justement, parce que je pense que c'est bien d'expliquer. Et moi, tu vois, quand t'expliques tout ça, de toute manière, moi, je suis totalement en accord avec toi. Je suis comme toi, en fait, et j'ai pas forcément des grandes connaissances, même quand je connais pas forcément, même quand je parle de films. J'aime toujours mettre en avant différentes personnes qui ont travaillé dans différents secteurs, parce qu'effectivement, tu vois, on en revient au crédit. Les gens regardent plus les crédits, sauf que les crédits, s'ils existent, c'est pour une chose. Et comme tu dis, ton émission permet justement de mettre des visages et surtout des personnes sur des noms que souvent les gens vont skipper ou ils vont alors maintenant à part chez Marvel où tu sais les gens ils restent jusqu'à la fin mais ils regardent même pas les noms Ouais. et si ces noms sont là c'est qu'ils sont importants c'est qu'ils ont participé et effectivement je trouve que c'est bien et même tu vois quand on parle des tests et tout ça ce qui m'embête souvent dans les critiques soit de cinéma de jeux vidéo encore plus comme tu dis c'est que finalement on parle pas des gens tu vois quand on parle de cinéma moi je c'est pas mon but mais j'essaye quand même de regarder qui a fait la photographie du film qui a écrit qu'est-ce qu'il a fait d'autre recontextualiser en fait, de faire mettre en avant des personnes comme tu dis et donc justement parce que quand tu lances donc les artistes JV, t'as déjà un format Skype. Ouais, c'est ça. On était en Skype en fait dès la première parce que justement, ça fait le lien avec ce que je voulais transmettre, c'est que c'est aussi évidemment apprendre des choses sur leur parcours, mais aussi donner un visage. Et c'est vrai que ça a été un petit peu la contrainte. C'était la première fois
que je me montrais. Alors la chaîne était récente, hein. Je crois que l'interview, elle est arrivée une semaine après la création de la chaîne, voire peut-être deux grand maxi. Donc c'est un programme qui est arrivé assez tôt dans la chaîne. Ouais. Et donc ça n'a pas été trop dur justement ce choix justement de te mettre la vidéo. Enfin, tu l'as fait parce que justement c'était le format de l'émission qui pour toi impliquait forcément de passer à la vidéo. Ouais, c'était clairement ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'on ait ce côté à la cool et à la fois formel. Vraiment, c'est un équilibre que j'essaie de trouver. Je veux et j'ai envie en fait que mes interviews prennent un peu le chemin du semi-professionnel. C'est pas professionnel, je veux pas que ça le soit, mais je veux quand même qu'il y ait un petit peu de professionnalisme dedans. Professionnalisme entre guillemets, hein, qu'on se comprenne bien. Je le disais tout à l'heure, j'ai pas de formation en journalisme, mais quelque chose d'assez sérieux où on parle vraiment, on n'est pas juste là pour rigoler, mais à côté qui est quand même un petit peu ce côté détente, un peu comptoir. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc cet équilibre, petit à petit, je commence à mieux le maîtriser, à mieux le trouver. Et forcément, cet équilibre a en partie été trouvé grâce au format vidéo qui aide énormément à fidéliser et à sympathiser avec nous. Je pense que ça aide énormément. Ouais, bah oui, ça crée une sorte d'interaction, forcément, ça inclut encore plus, on va dire, le spectateur, puisque ça forcément, ça, t'as le côté audio et vidéo, donc ça, c'est des sens différents, et forcément, ça, ce qu'on ne fait pas sur cette émission, mais c'est un choix que j'ai fait, justement, Il faut de euh, tout. On ne le dira jamais assez et c'est pas qu'une simple phrase. exactement. Et donc justement, quand tu parles donc des artistes JV, donc ça devient un truc assez fort. Alors, dans les coulisses des artistes JV, est-ce que tu peux nous dire justement comment ça se passe? Donc là, c'est Hans qui était d'ailleurs, je crois, qui était un lecteur et qui était sur Gameblog. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il te découvre. T'en as parlé Et au oui, c'est début. ça, exactement. Du coup, il est tombé là-dessus, ouais, exactement. Et parce que on en parle jamais assez, mais sur les sites de jeux vidéo, il y a beaucoup de développeurs qui sont là parce que ce sont aussi, comme tu dis, des passionnés, des gens qui ont cumulé passion et travail. Et donc justement, les artistes du JV, comment les inviter? Donc là, c'est lui qui te contacte. Et après, comment finalement tu te crées? Parce que quand tu commences comme ça, finalement, tu pars de rien. Enfin, c'est quelque chose qui arrive un petit peu, qui te tombe dessus. Tu commences à le pérenniser. Et justement, comment ça se fait maintenant ou progressivement? C'est toi qui contactes, t'as des idées, des gens que tu veux suivre ou c'est eux qui te contactent? Comment un peu ça se goupille tout ça? Alors, il y a plusieurs cas de figure et c'est que c'est, d'un point de vue parcours, c'est jamais vraiment la même chose. Il y a eu cette histoire avec Hans Godard, donc forcément, ça a aidé. Mais j'avoue qu'après avoir terminé cette interview-là, je ne savais pas s'il allait y en avoir une deuxième, une troisième. Ça, pour moi, je pouvais pas le juger encore sur le moment parce que c'était trop récent et j'avais absolument aucune idée. Donc, forcément, sur les deux, trois premières interviews, c'est clairement grâce à Hans Godard que je le dois, puisque c'est lui qui m'a mis en avant du côté de son réseau de développeurs. C'est lui qui a essayé de contacter, démarcher les personnes, et je l'en remercierai jamais assez. Il a d'ailleurs fait beaucoup de choses pour l'émission. Il a beaucoup donné, que ce soit individuellement, ou même je discute assez régulièrement avec lui pour essayer de me donner des pistes un petit peu comment améliorer les choses. Il aide beaucoup, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais c'est vrai qu'Hans Godard, je le dis assez souvent, c'est un peu le cofondateur avec moi des artistes du JV, parce que sans lui, ça ne serait pas créé, et pas uniquement parce qu'il a été le premier invité, absolument pas, c'est que derrière, il y a vraiment une relation pérenne qui s'est créée. Mais du coup, pour ce qui est de Teppei Takehana, donc, qui avait travaillé chez Kojima Productions et qui travaille aujourd'hui chez Dontnod, et de Jonathan Benayounous, qui a travaillé chez Guerrilla Games et qui a travaillé ensuite chez Ubisoft et qui, à l'instant, vient de partir chez Warner Bros. À Montréal, là, ça s'est vraiment fait grâce à Hans Godard. Et puis petit à petit, j'ai créé un compte LinkedIn sur lequel je démarche moi-même des fois un petit peu des développeurs. J'essaye de poster un petit peu des annonces, dire si vous avez besoin, si vous avez envie, pardon, de participer à l'émission, n'hésitez pas. J'ai essayé de faire un petit peu ça et puis de fil en aiguille, ben, j'ai un peu tous les cas de figure aujourd'hui. Des fois, c'est par des relations de relations, donc le bouche à oreille qui va faire que les gens vont avoir envie de participer. Parfois, c'est des personnes elles-mêmes qui me contactent. Je pense notamment à Benjamin Dibling qui était chez Quantic Dream. C'est directement lui qui est venu à moi, qui m'a dit, tiens, écoute, si tu veux, moi je suis disponible. Ça serait avec un grand plaisir que je ferais ça avec toi si mon profil te plaît. Donc dans ces moments-là, évidemment, je dis pas oui de suite. Il faut quand même que je regarde le profil de la personne, parce que c'est ce qui m'intéresse. J'essaie de bien choisir les profils, même si en général, il n'y a pas trop de problèmes. Tous les profils sont intéressants. Voilà, donc globalement, j'ai un petit peu tous les cas de figure, mais clairement, le truc le plus important, c'est que tout a commencé et tout continue en fait grâce à Hans Godard, qui est un petit peu le fil conducteur
qui met en relation les personnes comme ça. Bah ouais, mais c'est assez fou comment ça s'est développé. Et c'est-à-dire que ça doit être enfin, c'est gratifiant aussi quand justement des gens viennent te contacter en disant, bah écoute, j'ai vu ce que t'as fait. Quelque part, ça montre que t'es vraiment dans le, on va dire, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Mais ça veut dire que t'es dans le vrai par rapport à ce qu'ils veulent. Parce que c'est des gens, on le dira jamais assez, comme tu dis, qui sont pas forcément mis en avant. Et qui sont quelque part contents que là on les mette en avant, pas pour des raisons d'ego, mais juste pour mettre en avant aussi ben, ce qu'ils font et faire découvrir, parce que c'est des missions qui permettent de faire découvrir. T'en avais fait une récemment, c'était surtout ce qui était par exemple, alors il y avait le côté doublage, c'est la dernière que t'as faite, mais t'en avais fait une aussi, je crois, une avant, où c'était, je crois que c'était, alors, je sais plus son prénom, tu me diras, qui était chez Quantic, qui elle travaillait justement sur la captation et sur tout ce qui était avec les nouveaux systèmes. C'était Ingrid Sanasi, ouais, tout à fait. En fait, c'est aussi un point très important des personnes qui viennent d'horizons différents. Alors des fois, il y a des studios communs, hein, mais les parcours sont systématiquement différents. Vous n'avez jamais deux fois le même parcours. Chaque personne est unique, chaque personne a son expérience, il y aura des corrélations à droite et à gauche, mais ça n'ira pas plus loin que du stade de points communs. Alors que là, vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'est ça, c'était avoir une diversité de parcours, mais aussi de métiers, c'est-à-dire vraiment élargir l'émission à différents métiers possibles et imaginables. C'est aussi ce qui rend l'émission intéressante pour moi. Là, je parle vraiment bien dans mon sens, puisque ça me met en danger, essayer de sortir un petit peu, enfin, aller chercher des gens que je n'ai pas encore eus, des profils encore plus différents que ceux que j'ai eus par le passé, essayer d'aller chercher encore plus dans la diversité. Et ça, c'est vraiment, vraiment un exercice super sympa à réaliser. Ah ouais, ben ça m'étonne pas. Et de toute manière, quand on regarde après les vidéos, enfin tu vas me confirmer, mais j'ai l'impression qu'en plus il y a vraiment un public fidélisé sur ce type de format. Alors déjà à la chaîne, j'ai l'impression, ça tu vas me dire un petit peu si de manière générale, mais même au niveau des artistes JV, c'est un rendez-vous. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent vraiment ça et qui sont contents de découvrir. Ça crée une sorte de carte un peu de jeu vidéo et quand c'est on sait que c'est toujours en mouvement, en plus au niveau des métiers, ça évolue constamment, même dans l'industrie, ben, ils bougent aussi dans les studios parce qu'ils ont besoin de ça. Donc effectivement, c'est quelque chose qui doit être gratifiant de ce point de vue-là aussi pour toi, de te dire, ben voilà, tu vois, tu amènes, comme tu disais, en fait, tu ramener une sorte de plus-value. En tout cas, on a l'impression que c'est ce qui se passe avec cette, du moins avec la chaîne, avec cette émission-là en particulier. Eh ben, écoute, déjà, merci beaucoup, Denis. C'est cool, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup de messages de personnes qui me disent elles attendent vraiment cette émission à chaque fois sur Twitter et les réseaux sociaux en général, dans les heures qui suivent la publication. C'est plein de messages de personnes qui repartagent et tout. Donc clairement, c'est probablement l'émission de la chaîne qui va créer l'audience la plus fidèle. C'est pas forcément ce qui fait le plus de vues. C'est pas pareil, mais c'est celle où il y aura les mêmes personnes qui vont vraiment revenir et qui vont peut-être suivre d'ailleurs la chaîne que pour cette émission-là. Et ça, vraiment, quitte à choisir, moi, c'est clairement ce que je veux qu'il y ait moins de personnes, mais qu'il y ait une fidélisation de l'audience, il y a rien de plus, mais vraiment rien de plus gratifiant pour moi. Ça, c'est clair. Je vais pas dire le contraire, pour moi c'est toujours pareil, l'essentiel c'est pas le nombre d'abonnés ou de vues, c'est plutôt l'interaction, les commentaires que tu as après avec les gens et la façon d'échanger, c'est ce qui crée de l'humain en fait. Donc effectivement ça je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs au niveau, tu as partagé ça en saison, donc là tu avais commencé la saison 2 récemment et tu avais fait d'ailleurs un nouvel habillage, c'est peut-être le moment aussi de parler de ce nouvel habillage un peu différent hein. Et de parler de la personne aussi, de mettre en avant une autre personne, parce que en même temps, mettons tous les gens qui aident, qui participent. Il y a quelques temps de ça, en fait, Captain Ichiro, pour s'amuser sur Twitter, avait fait une image cinéma devant et il avait mis une entrée, une devanture de cinéma avec marqué les artistes du JV. Et moi, justement, à ce moment-là, je réfléchissais à essayer de changer un peu d'habillage, renouveler la chose. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bah, tiens, à partir de ça, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement entrer dans un autre cadre, essayer de renouveler la chose, ça peut plaire et ça peut aussi déplaire, mais un cadre un peu plus où on arrive devant le cinéma, un peu cosy. Voilà, l'idée c'était vraiment de créer un cadre un peu plus cosy. L'autre habillage qui était très bien, qui avait d'ailleurs été aussi réalisé par Florent, où le but était vraiment d'avoir quelque chose de clair, lisible et qui faisait un peu plus formel. Là, je voulais un petit peu déformaliser tout ça, essayer d'avoir un cadre avec les sièges, l'écran de cinéma pour qu'on se sente un petit peu en détente et que ce soit le moment où on vient regarder, comme si on allait regarder un film au cinéma. Donc Captain Ichiro a été derrière cet habillage. Donc un grand coucou et un grand merci à lui pour ça. Ben ouais, non, non, mais puis comme tu dis, c'est toujours sympa aussi de partager en saison, ça permet aussi d'avoir l'impression, ne serait-ce qu'avec le nom et puis avec les nouveaux habillages, de revitaliser, revivifier aussi des formats. Il faut pas le faire pour le plaisir de le faire, mais effectivement, c'est quelque chose qui est agréable et ça permet aussi aux spectateurs ben, pas de tomber non plus dans une sorte de redondance.
formel, on va dire, parce qu'au niveau du fond, comme tu dis, ça évolue suivant les invités. Et oui, c'est ça. Et puis, et concrètement, ce qui a aussi été important, c'était un petit peu, et je sais que ça s'est pas forcément vu, mais l'idée est tant mieux d'un côté, puisqu'au moins ça va pas créer de cassure. Mais j'ai vraiment essayé de retravailler le fond un petit peu, et aussi sur moi-même. J'ai essayé d'avoir une, voilà, je voulais être totalement à l'aise. Je pense que je l'étais quasiment. On l'est jamais vraiment totalement. Forcément, quand on est devant une caméra, il y a toujours ce côté-là où on est un petit peu déstabilisé, surtout quand on est avec une personne qu'on connaît peu. Mais là, clairement, j'ai essayé vraiment de passer un autre niveau, essayer de moi-même de sortir un petit peu de mes habitudes que j'avais, essayer aussi de réduire les tics de langage, puisqu'on en a tous et j'en ai. Et clairement, il faut aussi savoir s'auto-analyser, ça c'est quelque chose qui est important, parce que les artistes du JV, pour le coup, c'est clairement une émission que je suis amené à regarder beaucoup, non pas parce que ça m'intéresse en soi de les regarder, mais parce qu'il faut que je m'analyse, je suis obligé de regarder ça pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en général, je regarde 3 à 4 fois l'interview au complet avant de la publier. Vraiment, généralement, c'est comme ça que ça se passe. J'essaie de ne pas la publier avant pour être sûr et de bien cerner vraiment qu'est-ce que je dois améliorer. Est-ce qu'il y a même des choses que je dois enlever? Alors, pour l'instant, ça ne m'est vraiment pas trop arrivé de devoir retirer certaines choses, à quelques exceptions. Mais tout ça, voilà, c'est des choses qui, bout à bout, font que ça demande beaucoup de travail. Et dernier point aussi qui est très important et que les choses ne voient pas, c'est que les artistes du JV, c'est l'émission qui me sollicite le plus. C'est-à-dire que je suis en permanence en relation avec des développeurs. Moi, pendant qu'il y a une interview qui sort, je dois avoir de l'avance. J'ai 3, 4 autres personnes et pendant ce temps-là, c'est des mails. Parfois, il arrive que, je pense notamment au cas de Cyril Domoro, qui a travaillé sur Red Dead Redemption à Rockstar, où là, ça a été très particulier de se capter, puisque bon, avec le décalage horaire et ses horaires à lui, ça a été très compliqué. Donc moi, il fallait que je reste éveillé la nuit pour pouvoir parler avec lui. Sinon, mais on se ratait. Et du coup, ben, forcément, des fois, ça demande de faire des petits sacrifices, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Mais oui, parce que je suppose que comme tu dis, en amont, t'es quand même, ils viennent pas inviter comme ça, tu as quand même des discussions avec eux aussi pour un peu les cerner, pas les cerner, mais je veux dire connaître un peu la personne qui est justement ce côté un peu plus de lien en fait pour qu'après ça fonctionne. Ouais, tout à fait, ouais. Il faut essayer un peu de créer cette relation-là. Et c'est pour ça que du coup, bon, on s'échange des mails. Et maintenant, alors je l'ai pas toujours fait, mais depuis 4, 5 interviews, je fais un Skype systématiquement avec la personne, genre peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant l'interview, pour qu'on fasse connaissance en amont, de vive voix, qu'il n'y ait pas de surprise le moment de l'enregistrement. Et tout ça, c'est important. Et un autre point aussi qui me vient à l'esprit, c'est que je ne donne jamais, hormis le cas, une exception qui est arrivée une seule fois, mais je ne donne jamais les questions à l'avance, c'est-à-dire que l'invité ne sait pas quelles sont les questions qui vont être posées. Je ne connais donc pas les réponses, ce qui fait que des fois, ben, il y a des questions que je n'avais pas prévu de poser, que je vais poser. Bref, je veux vraiment que ce soit le plus naturel possible et que ce soit pas quelque chose de téléphoné. Et justement, en parlant de renouvellement, alors si c'est une coïncidence, tu vas peut-être annoncer un scoop. Je me suis rendu compte que le dernier Parlons Jeu, donc qui était les vidéos d'analyse, tu l'as fait en début mai 2018 et vers fin mai 2018, tu as lancé les pauses jeux vidéo qui traitent de sujets d'actualité. Où cette fois-ci, tu es face caméra. Alors, est-ce qu'en fait, Parlons Jeu, on va dire que c'est un peu en sommeil maintenant. Est-ce que justement, Poche JV où tu es face caméra, c'est une évolution de ce format-là? Alors c'est pas c'est des analyses, oui, c'est plus lié à l'actualité. Mais est-ce que c'est moi qui vais trop loin, qui surinterprète tout ça, ou est-ce que c'est vraiment, on va dire la version 2.0 où justement t'as mis à profit ce que tu disais par rapport aux face caméra, inviter les spectateurs, et même toi t'étais peut-être plus à l'aise pour maintenant faire quelque chose à la fois écrit avec des idées, mais aussi ce côté plus, on va dire oral. Ben, écoute, ta question, en fait, est la matérialisation un petit peu du fait que tu as très bien analysé ma chaîne, puisque effectivement, c'est le cas. Il y a eu de ça, puisque ça coïncide beaucoup. L'idée, c'était d'arrêter temporairement les parlons-jeux pour pouvoir attaquer directement sur les postes JV. Mais le but, ce n'était pas vraiment de le remplacer. C'est pas l'idée à terme. L'idée, c'est de le rendre complémentaire, essayer d'avoir une approche très différente. Mais surtout, ce qui a été très important, c'est que oui, les parlons-jeux me demandaient beaucoup de temps d'écriture et que des fois, j'avais envie de faire des analyses plus spontanées. C'est quelque chose d'ailleurs que des personnes m'avaient déjà évoqué, mais c'est surtout une idée que moi j'avais en tête, c'était vraiment d'arriver avec un concept qui soit un peu plus aussi dans l'air du temps, parce que bon, mine de rien, les gens aiment bien avoir
du face caméra avec une alternance entre la vidéo et des screens et tout ça. Enfin bref, c'est un format qui est assez dynamique et que les gens aiment bien en général. Mais globalement, ce que la poche JV m'a apporté, c'est aussi de la réactivité, du gain de temps, clairement, un peu de productivité, parce que du coup, j'ai pu enchaîner plusieurs poches JV en peu de temps, puisque c'est une émission qui n'est pas préparée, voire très peu préparée. Je prends que quelques notes avec moi et je lis un petit peu quand même avant. Mais après, voilà, je suis lancé devant la caméra, c'est du one shot, à quelques exceptions près où je suis amené à couper aussi, on n'est jamais à l'abri. Mais voilà, c'est vrai que tu as globalement bien cerné la chose. C'est arrivé en même temps parce que forcément, la poche JV m'a aidé un petit peu à, à atténuer les parlons-jeux, le travail que nécessitaient les parlons-jeux. Cela étant dit, j'ai envie de refaire des parlons-jeux puisque c'est quelque chose qui me permet de faire, euh, avec laquelle je peux vraiment aborder des points que je ne peux pas aborder en poche JV. Je peux en fait avoir une réflexion que je n'aurais jamais en direct devant la caméra. Forcément, le côté spontané fait qu'on ne peut pas penser à tout, alors que le côté écrit va permettre justement un petit peu ce côté réflexion, analyse plus sérieuse. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas possible avec la poche JV, parce que sinon, ça serait trop compliqué et beaucoup moins naturel. J'espère que ma réponse est claire, parce que j'ai un petit peu bafouillé Non, non, de non, ce mais côté-là. ah bah, pour moi, c'est parfaitement clair. Après, les auditeurs et les auditrices jugeront, mais Ouais. c'est pas un souci. Mais non, non, mais comme tu dis, puis c'est très intéressant et ça met bien ce que tu as déjà mis en valeur. Le fait qu'aussi, quand tu as plusieurs rubriques, et ben, effectivement, c'est quelque chose qui est chronophage. Et donc après, il faut aussi arriver à trouver comment mettre son emploi du temps, parce que c'est vrai qu'on n'a pas que ça à faire, même si on aime beaucoup ça. Et justement, quand tu parlais des notes que tu prends et tout ça, ça va nous permettre de glisser un petit peu, de quitter progressivement le coin des joueurs pour partir plus sur l'aspect jeu vidéo, même si on parle même pas, on est bien bavard aujourd'hui, mais c'est très bien. Je parle beaucoup en général, en plus, c'est une catastrophe. Ben ouais, mais c'est parfait. Mais justement, on va dire que là, on a fait un peu le jeu principal. Là, on va partir plus vers le côté DLC. Donc c'est des petits Ouais, trucs ok. en plus, mais c'est gratuit, tu vois. Moi, je fais pas payer en Bah, plus, DL, donc c'est gratuit. Toi, t'as un modèle parfait, donc tout est c'est bien. un modèle parfait, je sais pas, mais en tout cas, je suis pas un modèle onéreux, c'est déjà ça. Euh, Il n'y a pas de microtransactions, en tout cas. Non, je ne pense pas. Il peut y avoir des problèmes de transmission sur les micros par contre, mais bon. Donc non, en fait, ce que je voulais dire, c'est justement quand tu parles tout ça, c'est ouais, quelles sont tes sources ou justement tes sources ou du moins quels sont les sites, les podcasts, les magazines que tu lis quand tu prépares des émissions ou même pour toi en fait qui te permettent justement de développer de la culture JV par passion mais aussi par intérêt on va dire plus intellectuel parce on n'invente rien en fait. Donc t'as des sources comme ça que tu vas vraiment regarder précisément quand tu prépares des émissions ou même de manière générale sur le JV, des choses que tu voudrais mettre là en avant, en parler. Alors non, bah, tu vois, ça va être assez rapide puisque j'ai pas forcément de source prédéfinie. Globalement, je me fie en fonction du titre et je regarde pas forcément sur quel site. J'ai pas forcément de fidélisation d'attache à un site. Même s'il fut un temps où j'avais un petit peu lâché JVcom, je trouve que ce qu'ils font depuis 3-4 ans, c'est très bien. Il y a eu un petit changement de ligne éditoriale. C'est pas parfait, mais je trouve qu'ils se sont très bien renouvelés. Donc ça m'arrive souvent d'aller sur leur site. Après, je tombe des fois sur d'autres sites, mais c'est pas forcément par fidélisation. C'est juste vraiment dans le but de satisfaire une recherche. Après, on va pas se mentir, aujourd'hui, tout passe essentiellement par Twitter avec les développeurs, les studios de développement qui postent directement les informations en temps réel. Et souvent, je m'informe en temps réel via Twitter où je vois l'annonce via le studio. Ouais, oui, c'est plus comme tu dis, des articles sur différents sites, podcasts, tout ça, mais en fait, c'est plus par sujet que par source, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, Tout à fait, c'est très bien bah résumé. oui, bah, comme tu, de toute façon, l'instantanéité, c'est vrai que ça provoque ça. Et justement, pour en parler des articles JV, avant de glisser totalement sur l'industrie vidéoludique, et ça va être la bonne transition, comme tu dis, tu commences à avoir des rapports quand même avec des éditeurs, avec des développeurs sur le développement. Et donc justement, quels sont ces rapports? Et c'est le moyen de placer une sorte de petite anecdote, tu vas peut-être nous en parler. C'est que comme tu as fait récemment quand même des vidéos sur The Last of Us partout, j'ai Oui. vu que tu t'es mis sur Twitter, d'ailleurs tu t'es mis un peu en retrait, tu vas peut-être nous expliquer pourquoi sur Twitter, en tout cas au niveau, pas d'y aller, mais en tout cas d'interagir. C'est que visiblement, t'as pas mal de gens qui ont un message apparemment privé. Comment c'est maintenant qu'ils savent que tu es un petit peu, on va dire le pied dans le milieu? Apparemment, ils viendraient te demander des infos sur des jeux maintenant. Alors oui, il y a quand même beaucoup d'anecdotes parce que c'est marrant parce que bon, effectivement, j'ai de bonnes connaissances chez Naughty Dog, bon, qui n'est plus aujourd'hui chez Naughty Dog, mais forcément ça aide. Et je reçois, mais assez régulièrement, hein, mine de rien, des messages de personnes qui viennent au galop me demander alors, bon, on est en privé, est-ce que là maintenant tu peux me dire quand est-ce que ça sort, me dire
alors Joël, il est où, tu vois, des choses comme ça. Et c'est génial parce qu'au final, même si j'ai les réponses, c'est pas forcément toujours le cas, hein. Je n'ai pas toutes les réponses, évidemment, je ne suis pas spoilé sur le jeu, mais j'ai des informations, effectivement. Mais voilà, les gens sont curieux. Alors en soi, je le prends pas mal, puisque bon, en soi, il faut faire les choses au culot, il faut toujours essayer. On ne sait jamais, ça coûte rien, donc je peux pas forcément leur en vouloir. Mais il faut bien se douter que passer par les messages privés ne me fera pas dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Et ça, c'est sûr et certain que ce n'est pas possible. D'ailleurs, récemment, pour la petite histoire, je devais en fait enregistrer avec un développeur de Sucker Punch qui travaille sur Ghost of Tsushima. On a dû un petit peu reporter l'interview lorsque le jeu sortira. Et j'ai une personne qui du coup m'a contacté et m'a demandé des infos sur Ghost of Tsushima aussi. C'est arrivé assez récemment. Donc voilà, pour le coup, je n'ai pas forcément plus d'informations que ça sur Ghost of Tsushima, mais en effet, The Last of Us, je suis amené à avoir quelques pistes un petit peu sur le jeu en avance. Mais évidemment, je n'ai pas le droit d'en parler. Mais bon, ça crée des situations rigolotes, on va dire. Ouais, ben, je me doute bien. Et puis après, comme tu dis, le truc c'est aussi de pas être spoilé parce que avant de mettre en avant le jeu vidéo, d'avoir ta chaîne, t'es quand même avant tout un gamer. Donc je suppose que c'est pareil, si t'as pas envie de savoir, oui, mais en fait, non, Joël, il est mort et puis en fait, c'est tout dans sa tête et tout. Alors, on dit pas que c'est le cas, hein. Je veux pas qu'il y ait des gens qui me disent, mais je veux dire, voilà, toi c'est pareil. Je suppose que t'as pas non plus envie de tout connaître et de savoir ce qui va se passer. C'est vrai, je suis joueur et j'ai pas envie d'être spoilé, surtout sur un jeu à histoire avec une narration poussée. Ce sera le cas de The Last of Us Part 2. Forcément, j'ai pas envie de savoir les choses qui vont composer le jeu. Par contre, c'est vrai que ça a un côté assez gratifiant de savoir des choses un petit peu sur la communication du studio, sur pourquoi est-ce qu'ils montrent ça, comment est-ce qu'ils le font. Tout ça, c'est des informations qui sont intéressantes à avoir parce que ça permet d'un petit peu de sortir de tous ces débats qu'on peut retrouver sur Twitter. Moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que du coup, je peux prendre un peu du recul puisque j'ai une idée globale de où va Naughty Dog, de où va Sony, dans le cas de The Last of Us, et ça peut être le cas d'autres jeux aussi, mais dans leur cas à eux, vraiment, j'ai une idée de tout ça et ça permet un petit peu de sortir de tous ces débats qu'on retrouve et la violence ceci et la violence cela. Chacun son avis, mais après, voilà, il y a des fois des raisons et ces raisons-là, je pense qu'elles trouveront leur réponse dans le temps. Mais de toute façon, c'est comme pour toute œuvre d'art. Enfin, c'est quand on l'aura sous les yeux et qu'on la testera que ça sera le juge de paix de toute manière. Évidemment. Je sais qu'on aime bien tous faire des théories et tout, mais en fait, parce qu'on a besoin de créer du vent, parce qu'en en fait, on est créateur de vent. On devrait faire de la musique souffler dans des cornemuses. Mais c'est vrai que voilà, oui, effectivement, c'est comme tu dis, c'est le juge de paix. Alors maintenant que tu parlais studio, on va parler justement d'un côté plus côté gamer. Toi, qu'est-ce que tu as des jeux justement, des studios? Tu parlais de Sucker Punch. Je crois que c'est un studio que t'aimes beaucoup. Alors, je suis assez attaché au studio Sucker Punch, en effet, puisque du coup, j'ai développé un affect avec ce studio lorsque j'ai découvert Sly Raccoon. Sly Raccoon, qui est un jeu de plateforme en 3D où on incarne un raton laveur. C'est un jeu d'action, aventure, infiltration. On a un peu une relation d'amitié entre trois personnages, une tortue, donc le raton laveur Sly et un hippopotame. Et c'est arrivé dans ma jeunesse, c'est un jeu que j'ai trouvé absolument remarquable, même lorsque j'y ai joué à l'époque. Il m'a mis une claque, j'ai trouvé les boss inspirés. Artistiquement, ça a défoncé. On avait un jeu qui était super original. C'était accessible pour les enfants. Moi, j'avais quoi, peut-être 8 ans quand j'y ai joué. Puis ensuite, on pouvait voir aussi que même un adulte pouvait s'amuser sur le jeu. Enfin bref, Sly Raccoon, c'est clairement un jeu auquel je suis très attaché. Donc, du coup, pour faire le parallèle avec le studio Sucker Punch, de façon globale, j'ai développé un affect avec ça, mais j'ai aussi beaucoup aimé leur nouvelle IP qui est sortie ensuite. Donc, déjà, il y a eu 2 opus de Sly Raccoon en plus. Et après, on a eu l'arrivée de Infamous, qui sont des jeux qui ont souvent divisé. Et moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Le 1 était cool, le 2, je l'ai trouvé génialissime, avec un système de choix et de karma, où on avait un héros assez charismatique. Et concrètement, c'est vraiment un studio avec lequel j'ai développé une attache. Il y a aussi un autre studio avec lequel je suis très attaché. Il s'agit évidemment de Rocksteady, qui en 2009 m'a balancé dans la figure un jeu qui m'a marqué à vie, qui n'est nul autre que Batman Arkham Asylum, qui pour moi est un jeu qui avait tout compris en fait de l'industrie du jeu vidéo. Il est arrivé en revenant avec des codes qui existaient déjà, il les a transcendés, il a aussi inventé des choses avec le système de combat en free flow que beaucoup ont repris par la suite. Et je suis arrivé, étant un grand fan de Batman, donc forcément ça a beaucoup aidé, mais clairement, même en étant totalement subjectif, en étant totalement subjectif, parce que je ne peux être que subjectif, j'ai tout simplement adoré Batman Arkham Asylum, j'ai adoré Batman Arkham City, j'ai un peu moins aimé les deux autres, même si l'un des deux n'était pas forcément directement développé par Rocksteady,
Mais clairement, des fois, il suffit voilà, d'un coup de cœur pour créer un affect avec un studio, et ça a clairement été le cas pour ces deux studios. J'ai aussi un petit peu un affect avec Naughty Dog. Je mentirais si je disais que c'était pas le cas, puisque bon, Crash Bandicoot et Sly, que dis-je, et Jack and Dexter ont un petit peu bercé ma jeunesse, et puis ensuite Uncharted qui a quant à lui bercé mon adolescence. Donc voilà, c'est un petit peu les trois studios, je pense, qui me viennent à l'esprit. Il y en a clairement d'autres, mais globalement, c'est ces trois-là que je retiens. Oui, c'est des studios, quand ils sont sur un projet, t'as envie de, peu importe ce que c'est, tu as envie de les suivre et de savoir ce qu'ils vont faire. Exactement, ouais, Ouais, mais exactement. moi je te comprends. D'ailleurs, tu parlais justement des jeux qui ont bercé ton adolescence. C'est quoi? Donc le premier jeu que t'as fait, tu t'en souviens d'ailleurs? Alors oui, c'était Disney DuckTales, si je dis pas de bêtises, c'était le nom officiel d'un jeu, c'était sur Game Boy. Alors c'était le premier jeu à moi. Après, moi j'avais déjà joué un petit peu très très jeune à la PlayStation avec des jeux de mes frères, mais j'ai vraiment commencé à jouer à la PlayStation plus tard. Mais là, c'était vraiment juste pour rentrer un petit peu dans le milieu, essayer de découvrir un peu les jeux avec Tekken, notamment Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3. Mais mon premier jeu à moi, ouais, ça a été DuckTales sur Game Boy, où c'était un petit jeu de plateforme. C'était super sympa en 2D. J'avais adoré ce jeu, donc j'ai quelques petits souvenirs, pas au point de pouvoir en débattre pendant plusieurs minutes, mais clairement, c'est un petit affect que j'ai avec ce titre-là, de par la nostalgie qu'il a créé. On parlait justement donc différents jeux. Tu m'as parlé des Batman, des productions Naughty Dog. Quand on parle justement, puisque alors maintenant il y a tous ces trucs. Je sais que je suppose que t'es pas dans ce côté opposition entre les cases du gamer, les hardcore gamers, le côté vraiment gameplay à fond, parce que ça dépend des jeux, tout ça. D'un point de vue, tu parlais tout à l'heure de ce qu'a amené des jeux au niveau de la narration, tout ça, au niveau des histoires justement, si on sort un peu du côté gameplay pur, même si ça peut être lié. T'as justement des personnages, des histoires qui t'ont vraiment touché en tant que gamer, mais surtout en tant que personne, parce que voilà, il y a le côté le gaming, et après il y a comment ça Ouais. va nous faire évoluer, regarder les choses différemment, comme toute œuvre, on va dire, culturelle et artistique, parce qu'il y a un côté artistique de toute manière. Est-ce qu'il y a justement des jeux, des persos, des trucs que tu as envie de, comme ça, de balancer, de mettre un peu en avant, sans me faire une biographie, mais juste comme ça, des choses que, quand on te dit jeu vidéo, par exemple, quelqu'un te dit qu'il n'aime pas le jeu vidéo, qu'il connaît pas, des choses que tu as envie de lui montrer pour lui dire, mais si, c'est ça aussi. Ouais, ben, tu parlais de narration, et là il y a deux titres qui me viennent à l'esprit. Le premier étant la première saison de Walking Dead de Telltale, et on en parlait d'ailleurs dans le dernier podcast de Fini de jouer, donc je vais pas forcément y revenir dessus, mais c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Tu parlais de personnages, Lee et Clementine, c'est un duo qui m'a marqué à vie, vraiment. Je sais que jamais je pourrais exclure ces personnages de mon esprit, puisqu'ils m'ont laissé une empreinte assez particulière, et aussi grâce à la narration du titre. Je pense que c'est un jeu qu'on peut montrer à quelqu'un qui est non-gamer, qu'on peut lui faire essayer, d'autant que la formule Telltale s'y prête globalement bien aux non-gamers ou aux non-habitués. Et le deuxième titre qui m'a mis un peu une claque dans l'idée pour rester un peu dans l'idée de la narration et aussi de ses personnages, eh bien c'est clairement The Last of Us. Souvent, les gens vont chercher, oui, exclusivité Sony, machin, etc. Mais il s'avère en fait que c'est un jeu qui m'a laissé une marque, mais tout de même, pareil que pour Walking Dead, c'est indélébile, quoi. J'oublierai jamais l'expérience que j'ai vécue, que ce soit pour les personnages ou pour l'histoire. Enfin, c'est pas forcément tellement l'histoire, mais c'est surtout la manière dont elle est narrée, la narration. C'est quelque chose qui m'a complètement marqué avec ce titre. Un jeu intelligent, malin dans son rythme, dans son approche, qui avait un gameplay assez adapté, et qui, je trouve, était un peu une suite logique à tout ce qu'avait fait Naughty Dog par le passé. Enfin, je ne veux pas non plus épiloguer là-dessus, mais voilà, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces jeux-là. Et vraiment, si je devais faire découvrir le jeu vidéo à quelqu'un, bah, peut-être que je lui présenterais ces deux jeux-là pour lui montrer que non, le jeu vidéo, c'est pas que, même si c'est important, mais c'est pas que des jeux de plateforme, comme des fois les gens peuvent en avoir en tête, que des jeux juste violents pour être violents. C'est aussi des jeux qui ont des messages à faire passer, et c'est le cas de ces deux titres. Ouais, écoute, enfin, je comprends tout à fait. Alors moi c'est pareil, les gens qui me suivent ma chaîne savent très bien tout le bien que je pense de Naughty Dog et
Donc The Last of Us et Uncharted, alors là, de toute façon, il suffit de regarder mes contenus pour savoir que je suis un Ouais. gros fanboy de la saga. Donc, parce que comme tu dis, c'est pas forcément une question d'histoire, c'est une façon de la raconter. Et surtout, c'est les personnages. Et tout dépend de, moi je le répète souvent, mais c'est vrai, comme tu dis, les personnages, tu peux avoir des histoires qui sont pas énormes, parce que finalement, The Last of Us, l'histoire est assez classique, tu peux la trouver Oui, dans bien beaucoup de choses. sûr. Mais Le c'est plutôt scénario de la, base est basique, hein, oui, voilà, clairement. ça n'invente rien, mais c'est la façon dont les personnages vont vivre, interagir. Il y a vraiment une caractérisation et une chair et une profondeur qui est très intéressante. Et si Uncharted fonctionne bien, c'est sa recette, mais c'est parce que pourquoi le premier finalement, qui était un jeu action-aventure côté TPS, qui en plus au niveau de gameplay pouvait déranger certaines personnes, pourquoi finalement s'accrocher? Parce que les personnages, même s'ils étaient assez archétypaux, Et oui, ils avaient ce côté qui, voilà, t'as été pote avec eux. Et donc il y c'est avait pour une ça, vraie hein. identité, hein, clairement, quand c'est Et arrivé, ouais, ça s'est totalement émancipé. Notamment avec Uncharted 2 qui a complètement su matérialiser tout ça, en tout point de vue. En tout point de vue. oui, c'est une version, c'est exactement, oui. De toute façon, si on regarde bien, à chaque fois, on va pas rentrer là-dedans. Un jour, je ferai un spécial Uncharted, ça c'est sûr. Je le dis à chaque fois, mais celui-là, il durera 4 heures, donc ça va être un peu pénible. Mais, Au moins, ça sera prévu, ouais, de ça sera base. prévu, non, mais j'ai envie de le faire, mais c'est parce qu'effectivement, si on regarde bien, les gens disent, oui, c'est toujours pareil les jeux, et en fait, non, c'est 4 jeux, même 5 en comptant la version, même 6 en comptant le spin-off, tout ça. En fait, il y a toujours des choses un peu différentes et je pense que les gens s'en rendent pas compte pas tout le temps compte. C'est une valeur du jugement, ce que je balance, je m'en excuse. Mais donc maintenant, tu parlais justement les gens faire découvrir et justement pour finir un peu tout ça, est-que il y a un jeu là soit que tu fais en ce moment ou soit un jeu dont on parle pas assez selon toi que tu aimerais conseiller à des gens justement en te disant, alors en disant, ben ouais, voilà, celui-là, on en a pas assez parlé parce qu'il y a souvent un truc, je m'en suis rendu compte hier, je raconte un peu ma vie, j'en profite. On est là pour ça. J'ai raconté la mienne, donc tu peux raconter la tienne. Ah oui, mais ouais, mais c'était toi l'invité, sinon un jour je m'inviterai moi-même. Et puis L'animateur est là pour ça aussi, tant qu'on y oui, est. exactement. Et puis non, mais en fait c'est parce que t'as dû voir traîner ça aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui mettaient des tweets genre oui, citez vos films les plus surestimés et tout ça. Et donc en fait c'est toujours dans ce côté péjoratif, c'est genre oui, ce film-là est surestimé. Et j'ai me dit mais Ouais. pourquoi tu mets pas en avant ceux qui sont méconnus? Le but c'est ça, c'est pourquoi perdre son temps, parce que oui, ça fait plus de trafic, on peut faire des blagues, ça fait plus de live. C'est comme les gens qui vont faire des vidéos de critique juste pour défoncer quelque chose, parce que forcément ça sera plus drôle et tout ça. Je critique pas, si c'est leur directrice, pourquoi pas. Mais c'est dommage de pas mettre des choses en avant. Et donc je disais mais pourquoi tu mets pas en avant des choses qui sont méconnues ou sous-estimées? C'est peut-être plus constructif. Ça permettra de jamais pointer les mêmes trucs et voilà, de faire autre chose. Donc justement, c'était une longue digression où je parlais de moi, mais justement, toi, est-ce qu'il y a justement des jeux comme ça qui sont bâchés, que tu trouves à tort et que tu as envie de justement de mettre toi en avant en disant non, c'est pas mal, ou des choses qui sont pas assez connues, qui sont un peu en passé, on va dire, sous le radar, et que tu aurais là envie justement là, de mettre en avant rapidement un ou deux jeux comme ça qui peuvent être récents ou pas récents, qu'on puisse trouver sur n'importe quel support. Il y a toujours un jeu qui me vient à l'esprit quand on parle de jeux, je dirais pas sous-notés, parce que j'aime jamais trop ce terme, mais qui sont un peu méconnus ou noyés. C'est tout simplement Super Mario 3D World, qui est un jeu sorti sur Wii U et qui est un jeu qui a en fait qui a beaucoup subi les erreurs commises par sa console. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant parce qu'on a un jeu exceptionnel qui est arrivé et qui est complètement passé inaperçu par beaucoup de monde. Beaucoup de joueurs disent que c'est un faux Mario 3D, alors que c'est probablement l'un des Mario, à mon sens, et dans le sens de beaucoup de personnes aussi qui ont vraiment joué au jeu, qui est tout simplement un exemple de level design avec des idées, mais que je n'avais jamais vu ailleurs. Et forcément, ben, le cas de ce jeu m'embête toujours un petit peu, puisque bon, on a la trame principale où on fait les 6 premiers mondes, le jeu est assez facile, et les gens, bon, du coup, beaucoup se sont arrêtés là. Sauf qu'en fait, il y a un deuxième jeu dans le jeu, et ce deuxième jeu dans le jeu, ben, les gens ne l'ont pas fait pour beaucoup de monde. Et le problème, c'est que c'est là que le jeu développe vraiment tout son potentiel. Et c'est frustrant de se dire que, bon sang, les gens n'ont pas vraiment essayé de creuser le potentiel du jeu, alors que c'est probablement l'un des meilleurs 3D. D'ailleurs, souvent, il est même exclu des Mario 3D. Souvent, c'est considéré comme un sous-Mario, alors que c'est probablement l'un des jeux de plateforme avec les meilleures idées de level design, de game design. Et surtout qu'en plus, on pouvait jouer en multijoueur. Donc, le level design était adapté à la fois pour jouer en solo, à la fois pour jouer à 2, à 3 et même à 4. Enfin bref, je trouve ce jeu exceptionnel.
et tristement peu reconnu à sa juste valeur. Donc Super Mario 3D World, dédicace à toi, je te mets sur un piédestal puisque tu le mérites. Bah écoute, tu as bien fait d'en parler. Peut-être que tu en parleras justement dans un parlons jeu ou que peut-être que tu en parleras avec un artiste qui a développé dessus. Ça sera peut-être l'occasion. On verra. En tout Ben cas, oui, j'avoue en avoir déjà un peu parlé. tu vois, c'est peut-être une vidéo que j'ai pas dû regarder. Alors après, non mais parce Pas que grave, je t'en veux pas. non, mais parce que tu vois, quand on parle d'intérêt, c'est vrai que moi j'avoue que tout ce qui est Nintendo, et c'est là où Ouais, tu ouais. parlais des fois de sortir de sa zone de confort. Moi je vais avouer clairement ne pas forcément en sortir. Tu parlais de la curiosité intellectuelle. Sur ce point-là, c'est que je l'ai pas forcément tout le temps. Et c'est vrai que Nintendo, j'ai rien contre. Je trouve que c'est très bien qu'ils amènent justement quelque chose d'autre. Parce que c'est bien, comme tu dis, qu'il y ait des variations, des différences, de la diversité pour tout, que ce soit pour les consoles, les formats ou les PC aussi, enfin tout quoi. Et les joueurs aussi, et les joueuses, ne les oublions pas. Mais effectivement, tu vois, c'est vrai que quand c'est Nintendo, j'avoue que je m'intéresse beaucoup moins. J'ai aimé ça quand j'étais gamin. J'avoue qu'après, leur proposition n'est plus ce que je recherche dans le jeu vidéo, moi, à titre personnel. Mais donc voilà, mais en tout cas, tu vois, c'est cool. Justement, c'est ça qui vient d'en parler. Et c'est pour ça, pour en revenir sur comme le coin du joueur, c'est que justement, t'as quand même un spectre très large au niveau des infos, des analyses que tu vas donner. Et je trouve que c'est très bien. Et la manière dont t'en parles aussi, c'est toujours quand même posé. Tu as ton avis que tu exposes. Mais c'est vrai qu'en fait c'est quand même toujours quelque chose de posé. Ouais, c'est le moment où en fait tout l'argent toute la monétisation que t'as fait, les partenariats que là j'en profite. Non mais parce que voilà, Bah oui, oui, ça y est. Bah ça paye bien, ça va. Donc. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai, t'es un bon client. Mais non, mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'avais aussi que tu parles un peu de ta vision de jeu vidéo. Ça, je pense qu'elle se retranscrit très bien. Et même la qualité de ton travail dans ce que tu produis. Mais j'avais envie quand même aussi là justement de te faire parler sur ça. Parce que c'est quand même très intéressant. Et donc c'est pour ça que à vous qui nous écoutez, j'espère que vous irez faire un tour sur la chaîne du Coin des Joueurs. Merwan, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir un peu éclairci sur tout ce qui est le coin des joueurs, sur toi-même, sur ta vision des choses. Donc, grand merci. Merci à toi surtout, Denis. Ça arrive en plus au moment assez opportun, au moment où je fais un petit peu la pause avec ma chaîne et tout s'aligne. Bah, du coup, voilà, je fais une pause, mais indirectement, ça me permet une mini rétrospective sur mon parcours. Donc, je te remercie vraiment de m'avoir laissé cette opportunité-là. Et puis, j'espère que voilà, la discussion aura intéressé les gens. En tout cas, tes questions étaient très pertinentes. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a même, moi, permis de me poser un peu des réflexions auxquelles je n'avais pas forcément pensé par le passé. Donc, c'est cool, c'était top et t'as bien travaillé. T'as bien fait ton boulot. Merci, c'est pareil. Mais tu vois, c'est un canapé virtuel, mais c'est comme tous les psys, tout ça. C'est pas remboursé par la Sécu. Tu me feras un virement PayPal, histoire que je m'achète mes jeux de Noël. Donc on va faire ça en off là aussi. Donc en tout cas, merci encore une fois à toi. Merci à vous tous d'avoir écouté. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, dire ce que vous connaissez le coin des joueurs ou si vous l'avez découvert. Le but du jeu c'est quand même surtout de mettre les créations, les créateurs en avant. Si j'avais, comme je le dis à chaque fois, si j'avais besoin moi de mettre en avant, je ferais un one-man show. J'en ai ni le temps, ni l'envie, ni la motivation pour l'instant. Donc en tout cas, je vous remercie à tous, Merwan encore une fois. Vous, chers auditeurs, chères auditrices, spectateurs, spectatrices, peu importe. En attendant, geekez bien. Ciao, ciao. Ciao, bye!